Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Sénat 360. Voici les titres. Bernard Cazeneuve présente un nouveau dispositif d'intervention en cas d'attaque terroriste. Objectif que les unités d'élite de la police et de la gendarmerie soient mieux coordonnées et puissent intervenir en moins de 20 minutes partout sur le territoire national. Quel avenir pour les syndicats alors que Bruno Le Maire promet de ne pas négocier avec eux en cas d'élection et que la CGT tente de se reconstruire à Marseille? Les organisations syndicales cherchent leur stratégie pour mieux représenter les salariés. Certaines indemnités parlementaires sont-elles illégales? C'est la question posée par une association qui a écrit au président des deux assemblées et qui s'interroge notamment sur l'indemnité représentative de frais de mandat. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. La mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France poursuit ses travaux au Sénat. Nous vous proposons aujourd'hui de revoir une des auditions menées par cette mission. Amar Lasfar, le président de l'UOIF, était invité à s'exprimer il y a quelques semaines devant les parlementaires. Tout de suite cette audition et on se retrouve à 17h30. Donc, comme vous le savez bien, l'UOIF a été créé en 1983. 9 associations de l'époque, 9 mosquées. Est-ce qu'on pouvait parler déjà en 83 de mosquées? Donc, c'était juste des salles de prière de l'époque. Mais dès le début, donc, l'UOIF s'est vu, en quelque sorte, il a vu ce qu'on va vivre 30 ans plus tard comme défi qui va se présenter aux musulmans. Notamment la pratique du culte musulman, les mosquées, les écoles qui viendront par la suite, cet islam de France qui n'était rien d'autre à l'époque comme un culte qui se pratique par la plupart, à l'époque c'était des immigrés, à compter par la personne qui vous parle aujourd'hui. Donc c'était un peu un culte réservé à des immigrés, donc le phénomène notamment de la deuxième G n'était pas encore connu, et puis un islam franco-français n'était pas encore connu à l'époque. L'objectif majeur ou l'objet majeur de cette fédération, c'est d'abord faciliter aux musulmans la pratique de leur culte, les accompagner dans leur intégration, parce qu'à l'époque on parlait d'intégration, et de la sédentarisation de cette communauté, et en faire par la suite une communauté française, une communauté musulmane qui applique un culte conçu et pratiqué en France. Bien sûr, personne ne parlait à l'époque de l'islam de France, parce que l'islam de France viendra par la suite. Ce n'est pas quelque chose qui a été décrété à un moment donné, mais c'est un cheminement, c'est une évolution d'un islam qu'on appelait à l'époque un islam en France, donc on disait les musulmans en France, la communauté musulmane en France, qui a évolué vers son implantation et sa sédentarisation dans notre pays. Donc dès le début, l'UOIF a rassemblé donc 9 associations, mais qui vont nous donner par la suite, aujourd'hui, on est à 285 associations et mosquées, notamment des grandes mosquées, ce qu'on appelle les mosquées cathédrales. Et le concept de mosquée cathédrale, c'est un concept des années 2000. Donc on commençait par les petites salles de prière, des garages, des sous-sols, etc., mais qui vont nous donner par la suite des mosquées, proprement dites, dans les années 90, et puis des grandes mosquées, 285, des grandes mosquées notamment de l'année 2000. Donc l'UOIF, on peut dire qu'il a participé massivement avec d'autres fédérations, telles que la Mosquée de Paris, qui était avant l'UOIF, il faut dire les choses, et d'autres fédérations, notamment celle l'RMF d'aujourd'hui, notamment nos amis turcs, la CSMTF, et d'autres fédérations. Donc il y a 5 à 6 fédérations qui opèrent en quelque sorte sur le sol français. Donc dès le début, il a un peu cadré sa vision de l'islam dans notre pays autour de 4 éléments fondamentaux. Le premier, c'est l'indépendance. Et nous pensons qu'on a très bien vu, dès 1983, sur l'indépendance du culte musulman. Il faut que le culte musulman soit indépendant. Indépendance politique, bien sûr, vis-à-vis des pays d'origine, parce qu'à l'époque, on parlait d'origine, on faisait parler plus les origines que notre place dans notre pays, parce que personne ne pensait que l'islam de France va ressembler à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc dès le début, on a voulu un islam indépendant, politiquement des pays d'origine, indépendant dans sa conception, dans sa lecture, dans sa compréhension,
Un islam un peu qui s'inspire d'ailleurs de ce qui se passe dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'islam du Moyen-Orient est le même que celui du Maghreb, et le même que celui du sud-est asiatique. Donc nous savons que des valeurs communes, certes, des valeurs fondamentales, certes, mais quant à la pratique, quant à la lecture, il y a l'empreinte culturelle, il y a l'empreinte régionale, il y a l'empreinte du pays en quelque sorte. Donc on s'est dit, pourquoi pas la France, elle aussi, doit avoir ses empreintes dans ce culte-là, parce que c'est un culte qui va se pratiquer en France, eh ben, on va dès le début le concevoir dans un cadre indépendant. Deuxième fondement principal, c'est la lecture. Et d'ailleurs, on peut dire ça, que nous sommes à l'origine de ce concept qui s'appelle la contextualisation. D'ailleurs, nous avons un spécialiste de la contextualisation, qui n'est rien d'autre que M. Obro Tarek à Bordeaux. Donc c'est quelqu'un qui écrit des livres, c'est l'imam recteur de la mosquée de Bordeaux, et qui est aujourd'hui un chercheur dans le domaine de la contextualisation, parce que souvent on dit lire le texte avec les yeux du contexte, donc un œil sur le texte et un œil sur le contexte. La contextualisation des textes et ce qu'on appelle l'interpellation des textes, nous l'avons en quelque sorte initié, et on en a fait au sein de l'IOIF un principe fondamental. Nous estimons que s'il y a un islam, un seul islam dans ses fondements, il y a plusieurs variétés quant à sa pratique, comme je viens de lire. Cette lecture, que nous appelons une lecture contextualisée, met l'accent sur les finalités d'abord, et non pas le texte en lui-même, mais ce que renferme le texte, les finalités, sur le plus important avant l'important, sur la différence entre l'immuable et l'immuable, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dedans dans une sorte d'évaluation. Qu'est-ce qu'on peut réformer? Qu'est-ce qu'on peut adapter? Nous avons initié ce genre de questions, et nous avons outillé surtout cette gymnastique intellectuelle par un certain nombre d'instituts, qu'on verra par la suite, notamment dans les années 90. Donc une lecture qui prend en charge tous ces éléments. On est allé jusqu'à organiser un Bourget, la rencontre annuelle du musulman de France, qu'on appelle la RINF, ici au Bourget. En 2005, on a organisé un Bourget sous le titre « L'islam de France, de quelle lecture s'agit-il » Et on était les premiers à parler du pluralisme des lectures. Parce qu'on ne peut pas dire que la lecture est une, parce que le texte est divin. Nous pensons, et d'ailleurs on n'est pas les seuls, que le texte est divin, mais la lecture et l'interprétation, il est humaine. Et charge à l'homme de faire justement de ce texte la lecture qui lui permet de vivre en harmonie dans son pays. Donc l'islam de France, de quelle lecture s'agit-il? Troisième fondement, c'est la pratique elle-même. Là, sur la pratique, ce qu'on appelle la pratique éclairée ou la pratique modérée, mais une pratique qui, premièrement, quand on dit pratique, tout de suite, deux éléments sautent aux yeux. C'est les ministres du culte et ce qu'on appelle les avis religieux, les fatwas. Ce qui cadre un peu la pratique. Eh bien, la formation des imams, on en est plein dedans aujourd'hui. L'instance de dialogue ne parle que de ça. Ce que nous vivons aujourd'hui nous renvoie justement au discours des imams, à la langue française notamment, que doivent parler ces imams, à la culture et à la laïcité et à tout ce que doit connaître un imam ou un aumônier. Eh bien, déjà en 92, nous avons vu en quelque sorte ce genre de phénomène qui viendra par la suite. 1992, la création de l'Institut européen des sciences humaines à Château-Chinon. 10 ans plus tard, nous avons ouvert une antenne ici à Paris pour former nos imams ici. L'IOIF pense qu'on ne peut pas continuer éternellement à importer des imams de l'étranger. Un islam de France, il lui faut des imams formés en France. Et nous avons commencé, et d'ailleurs la France forme les imams d'Europe. Ça s'appelle l'Institut européen des sciences humaines. Donc nous formons les imams aussi de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne, qui viennent ici dans notre pays, notamment à Château-Chinon, et ils se font former en langue française. Donc la langue française, pour nous, on n'en fait pas une affaire, parce que, pour la simple et unique raison, que la langue des musulmans de France, c'est le français, c'est pas l'arabe. Donc l'arabe, c'est la langue de la religion. Il n'est pas la langue des musulmans. Comme les Turcs, ils ont leur langue, comme les Iraniens, comme les Indonésiens, les Malaisiens, les Maghrébins. Moi, par exemple, je suis d'origine du nord du Maroc, j'ai un dialecte qui s'appelle le Rifa, avant que je sois arabe. Donc la langue arabe, c'est une deuxième langue pour moi. Et bien pour les musulmans de France aussi, leur langue, c'est le français. Donc cette lecture, cette pratique plutôt, nous a permis d'être accompagné et outillé par un institut. Deuxièmement, on s'est posé aussi la question,
que on ne peut pas éternellement importer des imams, mais aussi on ne peut pas aussi répondre de l'étranger aux problèmes posés ici en France. Ce qu'on appelle les fatwas, ce qu'on appelle les avis religieux. Qui dit la pratique, c'est les ministres du culte et les avis religieux. Les avis religieux ne sont opposables à personne, parce que finalement, c'est des avis de savants. Et il y avait tout un débat que nous devions expliquer en quelque sorte aux musulmans que l'avis d'un savant n'est pas quelque chose de sacré. Donc, il va falloir le prendre en tant que tel et avoir cet esprit critique vis-à-vis notamment des avis et des fatwas. Et notamment des écoles jurisprudentielles. On en a 4. Hein, il faut un temps où on en avait 14, mais là il y a 4 dans le monde musulman. Et on n'est pas tenu, nous avons cultivé cette culture, on n'est pas tenu de suivre intégralement telle ou telle école. Par exemple, dans le Maghreb, nous avons une école connue, l'école malikite. Nos amis turcs, par exemple, l'école hanafite. D'autres, ils ont l'école chafirite ou hanbalite. Et ces écoles jurisprudentielles, ces écoles de droit, de jurisprudence, peuvent en quelque sorte nous inspirer, voire même, pourquoi pas, c'est l'IOIF qui ose dire ce genre de discours, pourquoi pas une 5e école? Pourquoi pas une école propre aux musulmans, puisqu'il s'agit de la compréhension des textes et de l'interprétation des textes? Pourquoi pas des savants ici, de France et d'Europe, vont interpeller les textes et se doter, premièrement, d'une lecture et puis des avis qui sont propres à leur présence. Et bien, nous avons imaginé en 1994 un Conseil européen de la fatwa, et c'est un Conseil européen de la fatwa qui, par moments, aussi répond aux problèmes qui s'en posent dans le monde musulman. Parce que nous l'avons voulu, un conseil de spécialistes dans lequel il y a l'immense majorité, quasiment, il est composé d'une bonne majorité d'imams et de savants qui opèrent ici en Europe. Et nous avons aussi avec nous des savants qui nous viennent du monde musulman, pour ne pas rompre avec justement cette continuité qui doit exister entre les musulmans d'une façon générale. Donc on peut dire que l'IOIF a été à l'origine de ce conseil. Nous disons sans avoir froid aux yeux, la chose suivante, c'est que c'est à la pratique musulmane de s'adapter à la société et non pas l'inverse. Ce n'est pas à la société de s'adapter à une religion qui s'appelle l'islam, mais c'est à la pratique. D'ailleurs, le fait de penser à une pratique franco-française, à une pratique européenne, ça répond à cette question. Donc c'est aux musulmans de trouver le moyen de pratiquer leur religion et de ne pas brusquer, en quelque sorte, ou remettre en cause les équilibres qui étaient là avant même la venue de l'islam. 1905 en fait partie. Jocelyn Césarite qualifie 1905, chercheuse de Aix-Marseille, d'un compromis fragile. Et nous le prenons comme ainsi. C'est pour cela que, en 1999, quand M. Chevènement nous a invités pour réfléchir à ce qu'on appelle consultation à l'époque, à l'Istichara, on nous a posé la question. Est-ce que vous êtes demandeur d'un amendement, est-ce que vous demandez à ce que 1905 soit revisité? Tout de suite, on était unanimement d'accord que les musulmans ne remettront pas en cause cette loi 1905. Et d'ailleurs, c'est une loi, à nos yeux, généreuse et libérale, et c'est elle qui a permis aux autres cultes de s'épanouir et de se pratiquer, et va aussi permettre à l'islam de se pratiquer et de vivre pleinement. Donc, bien sûr, l'IOIF, comme toutes les fédérations, s'oppose aux lectures radicales, et nous le faisons sur 127 communiqués que nous avons sortis en 2015 et début 2016, 75 étaient dans le sens de la dénonciation de la barbarie quand il le faut, de la radicalisation et surtout l'IOIF quand il parle de la déradicalisation, parce qu'il est à l'ordre du jour aujourd'hui, l'instant de dialogue en fait son leitmotiv, on peut dire. Et bien nous, à l'IOIF, on dit que plutôt on n'est pas outillé pour déradicaliser. Il faut des spécialistes, il faut des psychologues, des psychanalystes, il faut de la police, il faut des juristes. Mais il y a un boulot que seuls les imams peuvent faire, que seuls les responsables associatifs peuvent faire, ce qu'on appelle la prévention. C'est-à-dire éviter aux gens de tomber dans la radicalisation. Et je pense que la plupart des mosquées, certes de l'IOIF, mais au-delà de l'IOIF, ont fait un boulot qui doit être salué, dans le sens de la prévention. Dieu merci que nous avons des dizaines et des dizaines de milliers de nos jeunes qui suivent encore l'orthodoxie musulmane et qui disent non quand on leur offre ces lectures radicales. Bien sûr, ces lectures radicales aujourd'hui n'émanent pas des mosquées, ils émanent de cet Internet que nous avons vu déjà en 92-94. C'est comme si on savait qu'il y aurait quelque chose qui va venir, ce qu'on appelle les fatwas transcontinentales.
quand via un smartphone, et vous avez un imam, je ne sais pas d'où il vous parle, mais il répond à vos questions. Donc là, ce discours ne se trouve pas dans nos mosquées, mais il se trouve quelque part sur autre. Notre position vis-à-vis de la laïcité, à la limite, est-ce qu'on a le droit de dire la question? Parce que souvent on nous dit, alors, Monsieur Lasfar, votre position sur la laïcité, c'est mon cadre. C'est un cadre qui me permet d'exister. Je défends bec et ongle ce cadre. Je le respecte, et d'ailleurs, est-ce que j'ai le choix? Je dois le respecter. Et c'est ce cadre-là qui va me permettre de m'épanouir et de pratiquer ma religion dans mon pays. Quand nous disons que l'islam dans ce pays est un islam citoyen, les musulmans sont d'abord des citoyens, avant qu'ils soient des musulmans. Je vous livre comme ça un certain nombre de concepts que nous avons à un moment donné, quand on les a dit, on les a prononcés la première fois, ils nous ont coûté beaucoup en matière de débat et de discussion. Dire que je suis d'abord citoyen, pas en catimini, en cachette. Nous avons organisé en 92 une fête de l'Aïd el-Kibir. Il y avait un député avec nous à l'époque, un ministre, qui est Madame Kodachiouni, à l'époque, ministre de la solidarité entre les générations. Quand il est venu dans la grande salle, il y avait quelques 7 à 8 000, il a trouvé le bon de carte comme ça, citoyen d'abord, musulman ensuite. Il nous a salués en nous disant, mais vous avez finalement résumé toute la philosophie de votre présence dans ce pays. Et ce que nous mettons au devant, nous en tout cas à l'UIF, et je pense que c'est le cas de quasiment toutes les fédérations, c'est d'abord notre citoyenneté. Ce que je partage quand je prends le métro, le train, quand je viens de Lille, ici c'est pas marqué Amar Lasfar, président de l'UIF, ni recteur de la mosquée, pourtant ça fait 30 ans que je prêche. Tous les vendredis, mais mes prêches vont dans le sens justement de la citoyenneté. Pour nous, la citoyenneté est un contrat individuel entre le citoyen musulman et la société. Et ça, on ne le dira jamais assez. Le dire, c'est pas suffisant, mais il faut surtout élever les générations montantes, notamment les jeunes, dire que votre pays, vous appartenez à votre pays d'abord, avant que vous partagiez un culte avec les autres. Je termine sur la spiritualité de l'UIF, est une spiritualité qui apaise, voilà, qui responsabilise et qui apprend aux fidèles le vivre ensemble. Et d'ailleurs, le vivre ensemble, ça sera le thème du Bourget cette année, du 13 au 16 du mois de mai. Le vivre ensemble, c'est un sujet qui est à l'ordre du jour. Je pense que, voilà, c'est ce que je peux dire en propos introductif. Je laisse le dossier, à moins que si vous donniez encore 5 minutes, pour parler de l'organisation du culte musulman. Je vais aller très vite. Voilà. L'organisation du culte musulman, j'en sais quelque chose, parce que je l'ai commencé il y a très tôt, en 86 déjà, donc je l'ai accompagné depuis la première version. La première version, c'est 86. Pasqua de l'époque, ministre de l'Intérieur, parce que c'est ministre du culte en même temps, a imaginé sur la base de la proposition de Bruno Etienne, ce qu'on appelle l'église musulmane, ou ce qu'on appelle le consistoire musulman. À l'époque, c'est des termes comme ça. Donc on voulait calquer l'organisation du culte musulman à travers ce que se faisait dans les autres cultes. Ça n'a pas marché parce que le culte musulman, il a sa spécificité. 89, Pierre Jox nous invite, on était 6, et je faisais partie de ces 6 à l'époque, donc on était 6, un du Nord, 2 de Paris, 2 de Lyon et 1 de Marseille, pour créer le conseil de réflexion sur l'islam en France, qu'on appelle le CORIF. J'ai participé personnellement pendant 3 années, de 89 à 93, et on a fait un boulot. Ce qui va aider le CFCM par la suite, parce que le CFCM n'est pas parti de néant, de zéro. Il est parti d'un certain nombre d'expériences qui ont été faites avant. Jean-Louis Debré, 94, ce qu'on appelle la charte du culte musulman. On nous a présenté un document avec des versets coraniques en arabe qui sortaient de l'intérieur et on nous a demandé de le signer. Tout de suite, on s'est opposé parce que c'est un peu incompatible avec ce que je viens de dire, avec l'islam citoyen. On a dit que si les musulmans sont des citoyens, ils ne peuvent pas signer un document autre que celui qui s'appelle la Constitution et les lois de ce pays. Donc on se réfère aux lois de ce pays comme tout le monde, mais accepter de signer un document, surtout bourré de, vous m'excusez du terme, bourré de versets, ça va à l'encontre de ce que nous avons affiché dès le début. D'où le projet qui est tombé à l'eau. Jusqu'à ce que, chevènement en 99, il nous a invités 6 fédérations, 6 mosquées, grandes mosquées, et 6 personnalités qualifiées. On a travaillé pendant 4 années, on s'est concerté, on travaille jusqu'à ce que M. Sarkozy est venu en 2003, et il a conclu, voilà, le CFCM, la naissance du CFCM 2003. Aujourd'hui, le CFCM, c'est le représentant légal
des musulmans de France. Certes, il n'a pas encore la crédibilité nécessaire vis-à-vis de la masse musulmane, et d'ailleurs il le dit, c'est le constat qu'il en fait, et avec la dynamique qui est mise en place aujourd'hui par son président, M. Kbibech, il a mis à l'ordre du jour ce qui faisait défaut, en quelque sorte, au CFCM, c'est-à-dire la jeunesse, les femmes, la majorité des mosquées, parce qu'au dernier scrutin du CFCM, sur 2500 mosquées de France, le scrutin n'a concerné que 950, alors qu'on avait commencé en 2003 avec 1500. Alors, nous avons de 2005 à 2006, c'est trop peu si on le compare en Allemagne. Nous avons une mosquée pour 3000 personnes, ici en France, alors qu'en Allemagne, une pour 2000, et en Grande-Bretagne, une pour 1250. Donc nous avons le besoin justement de la construction des mosquées, d'où le problème de la finance des mosquées se pose. Et le CFCM s'est posé, j'ai vu ce qu'il a, son audition, il a mis le point le doigt sur cette question de financement. Le financement, je vous dis c'est simple, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous souffrons d'un manque de financement, mais quand même nous finançons l'existant. Ces mosquées, ces grandes mosquées, ces 2500 mosquées, si on met une vingtaine de côté, une vingtaine, 25 maximum, qui ont fait l'objet de financements officiels, soit d'organismes étrangers, soit de pays étrangers, que tout le monde connaît, mais l'argent est venu de façon officielle. Mis à part ces 25 mosquées, l'immense majorité des mosquées, y compris la mienne à Lille, le lycée Averroès à Lille aussi, parlons des établissements privés musulmans, eh bien c'est l'affaire de la communauté. Moi je pense que la communauté elle est généreuse, mais il faut l'impliquer dans tout ça. Les 6 millions ou les 5 millions, peu importe, 5 à 6 millions de musulmans, si on les accroche, si on les implique, si on fait avec, je pense que, et j'en sais quelque chose, parce que j'ai financé la mosquée de Lille, de Vinavdask, une belle mosquée transparente, nous l'avons financée avec l'argent des contribuables. Est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Donc il faut trouver les fidèles. Voilà, des fidèles. Voilà, des contribuables, on peut dire. Oui, mais des contribuables fidèles. Fidèles, voilà, fidèles musulmans. Donc on peut, mais il nous faut encore d'autres pistes. Le CFCM travaille sur un certain nombre de pistes. Il a évoqué le pèlerinage, la viande. Moi, je pense qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution ce genre de financement. Voilà. Il faut négocier avec les structures. J'en sais quelque chose parce que moi, je fais partie justement, je suis un homme d'affaires et je suis dans le pèlerinage, j'ai une agence de voyage et une compagnie aérienne. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, je dis, il faut aller tout doucement pour ce genre de financement parce qu'il y a des réservoirs encore de financement qu'il faut explorer. Du côté je pense, la loi 1905 nous prive de l'argent public, mais quand même, il y a des petites passerelles qu'il faut mettre à l'ordre du jour, qu'il faut négocier. Voilà. Et je pense qu'on peut ménager à l'argent public des passerelles d'une façon légale pour venir financer l'infrastructure musulmane. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci à vous. Et peut-être avant de demander à mes collègues s'il y a des questions, je vais passer le micro à mes collègues co-rapporteurs. Madame Goulet, peut-être. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le Président, je vous remercie de cette audition pleine d'entrain qui contraste avec l'opinion qu'on peut se faire d'une façon réelle ou supposée de votre organisation, parce que quand on parle du Bourget, quand on parle de Lille, quand on parle du discours de votre organisation, ce n'est pas en termes de compatibilité avec la République ni la laïcité, contrairement à ce que vous venez de nous indiquer. Moi, je vous crois sur parole. Et lorsque vous invitez, par exemple, Tariq Ramadan, ce qui est votre droit le plus strict, et la République n'a pas encore émis de lettre de cachet, j'espère qu'elle ne le fera pas, les rangs des élus sont plutôt déserts, moi la première, parce que c'est ce qui nous est indiqué. Donc d'abord, comment est-ce que vous expliquez ça? Parce que moi je suis contente de vous avoir dans cette maison, mais j'aimerais des explications, puisqu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Donc vous êtes là, vous allez pouvoir nous dire pourquoi votre organisation a une si mauvaise réputation et qui est si divergente du discours que vous tenez. Alors, est-ce que vous vous exprimez mal d'habitude et bien ici, ou est-ce que les gens comprennent mal ce que vous dites? Je vais commencer par ça parce que je voudrais vraiment votre réponse, que ça m'interpelle franchement.
La question m'a été posée lundi matin avec Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Ce n'est pas la première fois que je passe chez Elkabbach. Je dis qu'on a tendance à parler de nous. C'est rare quand on parle avec nous. C'est très rare quand on parle avec nous et qu'on donne la parole. Parce que dire qu'il y a une dichotomie en quelque sorte avec ce que nous disons et ce que nous faisons, il faut aller voir de plus près ce que nous sommes et ce que nous faisons. Amar al-Asfar, c'est 36 ans de présence dans un même quartier, n'a pas bougé, à l'île Sud. J'ai commencé, j'avais l'âge de 19 ans, j'en ai 55 maintenant. Donc entretenir une dualité dans le discours, premièrement c'est fatigant, déjà, sur le principe, c'est très fatigant, impossible. Et puis l'autre, il vous observe, et l'autre il n'est pas bête, il vous observe. Il vient tous les vendredis sur votre discours. Il vient au Bourget, nous sommes à la 33e rencontre, et pas la première, 33e Bourget. Donc ce que nous disons ici, on le dit dans les mosquées. Le discours que je vous ai tenu, vous avez mis une façon de le vérifier, et les autorités locales le savent très bien, et ce n'est pas un échantillon à Lille qui n'est pas représentatif. C'est un peu quasiment toutes les grandes villes, là où il y a l'implantation de l'UIF. Nord, sud, est, ouest. Seulement, pour répondre à la question sur Tarek et sur d'autres, qu'est-ce que nous disons? À chaque fois que nous organisons un Bourget, on dit... Là, nous respectons notre public. On n'est pas là pour lui inculquer quoi que ce soit. On n'est pas là pour lui apprendre quoi que ce soit. On crée les conditions d'un débat. Ce que nous faisons, on arrête un thème, on avance de l'argent, c'est coûte le Bourget, c'est 2,5 millions pour 4 jours, c'est très cher. Dieu merci, on arrive à rentrer dans nos frais. On arrête un titre, on prend le risque, et c'est un gestionnaire qui vous parle, d'avancer de l'argent pour réserver, déjà sont réservés les locaux du Bourget, et on invite les personnes. Est-ce qu'on va d'emblée censurer sur tel ou tel? Nous avons des conférenciers musulmans, pas musulmans, ceux qui partagent nos écoles, ceux qui ne partagent pas. Il y a des personnes même qui viennent chez nous pour nous insulter et qui distribuent du tract pour dire ah bah les terroristes UIF, le tract qu'on a vu même sur voilà. Et bien nous disons Dieu merci, on les a fait déplacer déjà. Le fait qu'ils viennent déjà nous insulter sur place, c'est bien. Mais au moins qu'ils viennent nous voir de plus près. Tariq Ramadan, par exemple. On est avec Tariq Ramadan, on ne se retrouve pas sur tout ce qu'il dit. D'ailleurs, lui, il est contre l'enseignement privé. Monsieur Mamech, que vous avez auditionné ici, donc président de la FNEM, jusqu'à aujourd'hui, Tariq Ramadan n'est pas pour le... Alors, et nous respectons sa position concernant l'enseignement privé. Parce que lui, il nous taxe, il dit que vous allez sombrer dans le communautarisme, vous allez faire quelque chose propre à vous. Loin de nous, hein, le conseiller pédagogique du lycée Averroès, c'est Michel Soussan. Il était là avec vous, vous l'avez auditionné. Et aujourd'hui, certes, on a commencé avec des élèves musulmans, mais aujourd'hui, on est des élèves non musulmans. D'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de parler des élèves musulmans, pas musulmans? Non. On n'a pas le droit. Pour cela, quand on pose la question, M. Lasfar, à quand les élèves non musulmans? Je leur dis, mais qui est-ce qui vous permet de dire que j'ai des élèves aujourd'hui musulmans? Donc, Tariq Ramadan, on se retrouve sur un certain nombre de choses. Nous pensons que c'est un intellectuel, c'est un universitaire, c'est quelqu'un qui interpelle d'abord les musulmans. Dieu sait qu'est-ce qu'il leur dit dans les conférences, en tout cas auxquelles j'ai assisté. Il les interpelle, mais en même temps, il leur dit, vous devez agir en tant que citoyen de ce pays. Mais on n'est pas censé être d'accord quand il sort de ce que nous avons nous tracé, on monte sur scène, on dit on n'est pas d'accord avec Tariq et avec les autres sur tel ou tel point, mais en tout cas on n'a pas, nous à l'UIF en tout cas, on n'invitera pas que ceux qui nous ressemblent et ceux qui vont dans le sens de notre école. Ça c'est une école, ce que je vous ai exposé, et c'est une école qui a commencé dès le début 80, et il a évolué, et on a perfectionné, mais aujourd'hui nous sommes tenus par il faut dire les choses, nous sommes une école de pensée, avant qu'on soit une association 1901. Alors j'ai une seconde question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il faut une institution représentative de l'islam en ou de France? Ou est-ce que vous pensez qu'il n'en faut pas? Parce que, je veux dire, là, il y a déjà une question dans la question. Il y en a une qui existe, dont Madame la Présidente vous a indiqué en commençant l'opinion généralement partagée. Est-ce que vous considérez qu'il faut une instance représentative ou pas? L'instance de dialogue, elle est faite de gens qui ont été choisis, sélectionnés en quelque sorte. Bon, c'est qu'une instance de dialogue. Donc, la question qu'on peut légitimement se poser et qui intervient avec certains de nos orateurs, c'est finalement, est-ce qu'il en faut une ou pas?
C'est quand même une question qu'on peut se poser. Et je voudrais votre réponse aussi franche et directe que votre intervention. En 92, on a organisé un Bourget sous le titre « Qui représente les musulmans ?» 92. La représentation officielle de l'islam de France, c'est notre cheval de bataille. Je vous ai dit les différentes expériences. Et à chaque fois que l'État initie un processus, on est dedans. Il nous invite, parce que nous sommes, dans l'introduction, je ne vais pas aller jusqu'à dire que nous sommes la plus importante fédération, mais en tout cas, on fait partie des grandes fédérations de France. Donc l'islam, la structuration de l'islam, la représentation du culte musulman, on a toujours été associés. Et c'est une demande légitime, et des musulmans de ce pays. Et d'ailleurs, les musulmans, quand ils demandent une structure représentative, non pas des musulmans, sinon on est dans un modèle qui est communautaire, on est dans un modèle anglo-saxon. Donc quand les musulmans, quand Amar Lasfar dit il me faut une structure représentative du culte musulman et non pas des musulmans. Nous avons un modèle en Belgique qu'on ne veut pas reproduire en France. En Belgique, on appelle les musulmans et ils votent, ils s'inscrivent sur les listes électorales, ils votent. Mais ça, c'est un modèle qui n'est pas français. Notre modèle, nous pensons que c'est le meilleur en Europe, qui est celui intégrationniste. Moi, je ne partage pas l'assimilation. Eh bien, les musulmans, ils font tout pour mettre en place un conseil représentatif des intérêts du culte. Et d'ailleurs, M. Chevènement, en 1999, nous a posé cette question. Est-ce qu'on va partir des citoyens de confession musulmane ou des structures musulmanes, des mosquées? On a choisi les mosquées. Comme ça, pour ne pas, justement, tomber dans... Donc nous sommes plus que demandeurs des structures représentatives. Et en plus, le CFCM, nous sommes dedans. Il y a ce scrutin, ce dernier, il y a 2 ans et demi, on n'a pas participé au scrutin. Pourquoi? Parce que nous avons, à un moment donné, émis un certain nombre de réserves en matière de réforme. Nous avons demandé à ce que le CFCM soit réformé, parce que nous avons laissé beaucoup de structures sur la route. On a dit que si on accepte en 2003 d'intégrer le CFCM, avec toutes les imperfections qui sont les siennes, aujourd'hui, ça fait 10 ans, 11 ans, faisons le bilan et réformons la maison CFCM. On n'a pas été écouté. Alors qu'est-ce qu'on s'est... On s'est retiré dans le calme, tout en disant que le CFCM nous représente. Donc nous sommes représentés par le CFCM, mal représentés, je peux le dire, mais nous sommes représentés. Et c'est la structure officielle à laquelle nous tenons. Et d'ailleurs, dernièrement, ce n'est pas un scoop que je vous fais, j'ai envoyé une lettre, voilà, en tant que président de l'IOIF. Depuis mon arrivée à la présidence, ça fait 3 ans, j'ai mis ce sujet à l'ordre du jour. Le pourquoi nous avons quitté le CFCM, eh ben, on va encore rediscuter. Et dernièrement, j'ai envoyé un courrier officiel il est là, le membre du bureau, vice-président du CFCM, donc ils ont reçu le courrier pour réintégrer le CFCM. L'évaluation que j'ai faite de la chose, que notre place, nous voulons une structure représentative, elle est là, imparfaite, pas tout à fait ce qu'on veut, mais quand même elle est là, et c'est la seule. Et on ne peut pas imaginer une autre. L'instance de dialogue, ça c'est l'État qui dialogue avec les musulmans. Donc on était 150 personnes, 130 personnes au mois de juin dernier, une trentaine faisant partie de l'IOIF, voilà, dans toutes les villes de France. Le ministre, quand il a fait sa tournée, le ministre de l'Intérieur, quand il a fait sa tournée à Poitiers, à Bordeaux, à Strasbourg, à Marseille, eh bien, les personnes qui l'ont reçu, c'est des délégués locaux de l'IOIF. Et son discours, il a prononcé dans une de nos mosquées, à Senan et à Bordeaux. Et voilà, donc quand on descend dans les villes, les partenaires des pouvoirs publics, ceux qui sont sur le terrain, ceux qui travaillent, en tout cas, il y a une bonne partie qui font partie de l'IOIF, pour ne pas dire qu'il n'y a pas les autres. Donc oui, pour le dialogue, pour l'instance. L'instance pour le CFCM n'est pas une instance représentative. C'est M. Valls qui l'a dit, il l'a dit à 2 fois. Il n'y a même pas une semaine, on était justement au Palais Beauvau, et là, c'est la 2e instance de dialogue, et nous travaillons aujourd'hui sur la déradicalisation, avec des commissions, etc. Beaucoup de colloques se sont faits au niveau, notamment dans le Nord, à Saint-Étienne, à Lyon. J'ai participé, moi, personnellement, à ces colloques. Mais nous disons que la déradicalisation, oui, mais surtout la prévention, faisons ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons faire bien, parce que nous sommes outillés pour parler aux jeunes. Quand je dis parler aux jeunes, nous avons des rendez-vous tous les vendredis. Nous avons un congrès. 1500 personnes qui viennent prier en moyenne dans les mosquées de France. Un discours direct pendant 1 demi-heure à 3 quarts d'heure. Ils ne sont pas censés vous interrompre après le rituel musulman.
Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, en quelque sorte. Vous avez un message à transmettre. Les écoles, donc notamment les jeunes, les écoles arabes, on appelle ça l'école arabe ou l'école coranique, du week-end. C'est des dizaines de milliers de jeunes qui viennent à un bas âge. La prévention commence à cet âge. Les 5000 élèves aujourd'hui qui suivent leur scolarité dans le secteur privé musulman. Nous pensons que la prévention, nous la faisons tous les jours, toutes les semaines, voilà, durant l'année. Et le résultat, il est là, c'est que nous avons prévenu, Dieu merci, et nous avons immunisé, et nous avons vacciné une bonne partie de nos corrélogionnaires et de nos concitoyens. Monsieur Richard. Oui, merci Madame la Présidente. Merci aussi Monsieur Lasfar pour votre participation à cette mission. Je voudrais compléter avec mes mots ce que vous a indiqué, ou la question que vous a indiquée, Madame, que vous a posée tout à l'heure ma collègue Nathalie Goulet. Vous êtes une école de pensée, dites-vous, avant d'être une association loi 1901. Quelle école de pensée ? Est-ce que c'est une école de pensée qui est la vôtre, voilà, UOIF de France, hein, on dit bien de France, ou est-ce que c'est une école de pensée internationale, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, très clairement, vos relations avec les frères musulmans naturellement sont largement connues. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est véritablement ça. Lorsque vous dites que vous êtes ouvert aux jeunes et que vous accueillez 1500 jeunes dans chaque mosquée qui sont les vôtres chaque vendredi, vous avez compris que ça prend une connotation particulière, ce que je viens de vous poser comme question. Hein. Et je serais tenté de vous dire, si vous faites ça depuis longtemps, excusez-moi de vous le dire très clairement, les résultats dans notre pays ne sont pas à la hauteur de nos attentes à nous. Bien. Je note que la radicalisation est galopante. Lorsque nous avions fait avec ma collègue Nathalie Goulet le travail de recensement des jeunes en voie de radicalisation, c'était au mois de février de l'année dernière, ils étaient 1400 à peu près, on en est maintenant, dernier chiffre début novembre, à 9800. Je me permettrai de dire que vraiment l'école de pensée là, elle est indispensable et elle, excusez-moi de le dire comme ça, elle se traduit pas dans les faits. Moi j'aurais souhaité véritablement qu'avec un travail aussi important tel que vous le faites, on ait d'autres résultats. Je vous le dis comme je le pense. Je me pose aussi une question concernant comment je vais dire ça, l'interprétation que je peux donner à vos relations avec le Centre français, le Conseil français du culte musulman, le CFCM. Vous venez de nous dire qu'une structure représentative du culte musulman est souhaitable, du culte musulman et non pas des musulmans, bien sûr. Le CFCM, à l'heure actuelle, est une structure représentative des mosquées. Des mosquées. Est-ce que on peut assimiler les mosquées à cette structure représentative du culte musulman que vous appelez de vos voeux? Pour être encore plus clair, je crois savoir que le CFCM ne s'occupe absolument pas de théologie. Ne s'occupe pas de théologie, enfin du moins c'est ce qu'il nous a dit ici. Pour moi, pratiquer un culte, ça implique quand même d'avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, une lecture claire de la religion que je pratique. Est-ce que votre appartenance chaotique, vous venez de le rappeler, hein, au Centre français du culte musulman, ne procède pas précisément d'une volonté de trouver une autre réponse à vos attentes à travers, par exemple, un conseil théologique qui pourrait être placé à côté ou à la place du CFCM. Donc, excusez-moi la franchise de mes questions, mais c'est vrai que, et Nathalie l'a dit tout à l'heure,
on n'était pas habitué, à travers les informations que nous avons sur votre organisation, à un discours tel que vous nous l'avez indiqué tout à l'heure. Je l'ai noté fidèlement parce que, allez, pour le coup, je le découvre. Voilà, je le découvre. Voilà. Donc, si vous pouviez me rassurer clairement sur votre école de pensée et sur ce que vous souhaitez véritablement au sein du CFCM, ça me serait très agréable. Excusez-moi, avant de vous donner le micro, parce que le temps passe très vite, Monsieur Bonnecarrère souhaitait poser une question. Oui. Et comme ça, on pourrait répondre dans sa globalité. Merci Madame le Président. J'aurais sans aucune difficulté attendu que M. Ressa réponde à M. Richard. Premièrement, bravo pour votre présentation brillante. À vous écouter, Monsieur le Président, tout va bien. Tout est contextualisé. Les éléments matériels fonctionnent. À ce tout va bien, la réalité nous répond par la négative, Monsieur Lasfar. Donc, où est le problème? Où sont les problèmes? Et j'aurais donc trois questions pratiques à vous poser. Premièrement, quelle est l'organisation que vous proposez pour le CFCM? C'est la prolongation du propos de M. Richard il y a quelques secondes. Il y a 33 ans que vous réfléchissez à cette question. Et vous participez au CFCM, suivant différentes formes, depuis le début. À 33 ans de réflexion sur une question, on peut concentrer son analyse. Quel est votre plan de réforme du CFCM? Comment il est constitué? Quel est votre plan de réforme? En plus, ça doit être très facile de répondre. Vous nous avez indiqué que vous avez écrit il y a quelques jours au CFCM en disant « je reviens ». Je reviens, mais je demande toujours un certain nombre de mesures. Quelles mesures, quelles réformes pour ce CFCM New Look? Deuxième question, la formation. Tout va bien, l'Institut de Château-Chinon fonctionne. Combien combien de personnes ont été formées depuis sa création? Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes formées par an? Et combien sont aujourd'hui en responsabilité dans les mosquées françaises? Avoir un peu une idée de votre effort de formation par rapport aux 2500 ou 2600 ou 2700 mosquées dans notre pays, avoir un peu l'échelle des valeurs entre combien de personnes formées par vous, combien aujourd'hui en situation de responsabilité par rapport à notre nombre de mosquées. Troisième question, les sous, l'argent. Est-ce que l'islam français ou l'islam de France a toujours besoin de financement étranger? Ici, oui, comment peut-on en assurer la transparence? Quelle est votre position par rapport au mécanisme de fondation? Et si vous considérez qu'il n'y a plus besoin de financement extérieur parce que la communauté des musulmans en France est suffisamment active, énergique pour dégager ses propres financements, ce que nous souhaitons tous, comment ça peut fonctionner? Comment peut s'organiser la collecte financière? Et une dernière question liée à cet aspect d'argent. Je comprends très bien que l'État n'ait pas vocation à intervenir dans la vie religieuse. Aucune réserve pour moi sur ce principe. Par contre, je ne serais pas choqué par le fait qu'il y ait une visibilité sur les mouvements financiers. Seriez-vous ou non choqué qu'il y ait quelque part des mécanismes de certification, soit de publication tout simplement des comptes de ce que pourrait être demain un islam de France, soit de certification? Est-ce que ce sont pour vous des gros mots ou ce sont des choses qui sont acceptables et comment elles pourraient être organisées? Donc la gouvernance, la formation, les sous. Voilà, merci. Commençons par évacuer cette question justement de la pensée. Quand je dis que nous sommes une école de pensée, aucune école de pensée, à ma connaissance, ne s'est faite comme ça en autarcie, en repli sur elle-même. Donc on s'inspire de ceux qui étaient avant nous, et les écoles réformatrices ne sont pas nombreuses. Le dernier siècle, l'école des frères musulmans était l'école de pensée par excellence. C'est elle qui inspirait le Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. C'est elle qui a inspiré le Moyen-Orient. C'est elle qui a inspiré l'Extrême-Orient en tant que
point de départ. Après, c'est comme ce genre de tissu que vous prenez, je ne sais pas, vous achetez d'où et vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites du sur-mesure. Donc moi, ça m'intéresse quand je lis, parce que je ne vais pas venir ici. Voilà, je regarde, j'ai en face de moi 5 à 6 millions de musulmans, et je m'autoproclame comme penseur et concepteur d'une pensée. Et je pars de zéro. Tout le monde me reprochera ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas un modèle de recherche qui est reconnu dans les universités françaises pour quelqu'un qui est formé ici à l'université française. Donc c'est tout à fait normal, nous ne cachons pas que nous sommes proches et des frères musulmans et des autres mouvements dans le monde musulman. Mais est-ce que je suis la vitrine des frères musulmans? Là, vous avez mille et une façons de le vérifier. C'est ça la question. Parce que moi, j'ai évolué dans un pays laïque qui s'appelle la France. La révolution, je l'ai faite il y a longtemps. 1789. Je n'ai pas besoin de faire une autre révolution. C'est elle qui me donne aujourd'hui d'être auditionné en plein Sénat et je dis ce que je pense. Ils vont me poser les questions que vous voulez, j'essaie de répondre. Est-ce que je suis tenu de vous convaincre? Loin de moi, puisque je ne convainc pas ceux que je réunisse au Bourget. Je crée les conditions de débat et je laisse le débat aller jusqu'au bout. Donc je dis que nous sommes proches des mouvements réformateurs en général, mais je m'inspire aussi du prophète. C'est une école aussi, le prophète. Et toute la dynastie musulmane, depuis les Omeyyades, les Abbassides, etc. Monsieur Alain Grèche vous a placé quelques mots sur toutes ces dynasties. Et lui, c'est un spécialiste de ce genre de choses. Donc moi, je m'inscris dans l'école réformatrice, voilà, si je me retrouve avec les frères musulmans sur un certain nombre de points. On se retrouve parce qu'eux aussi, ils visent la réforme de l'homme et de la société et d'arriver au pouvoir. Mais ça, c'est eux, c'est pas moi. Moi, le pouvoir ici, mon pouvoir, il est religieux. Si je peux l'appeler pouvoir. La politique, je me suis interdit de faire de la politique parce que 1905 m'interdit de faire ce mélange de choses. Je conserve les intérêts de ma religion, je défends ma communauté, mais en même temps, je lui enseigne d'être des citoyens dans la cité et quand je veux faire de la politique, j'enlève la casquette religieuse et je vais aller voter. Et je m'intéresse à la chose politique en tant que citoyen. Je peux faire ce boulot. Mais en tant qu'imam, en tant que recteur, en tant qu'IOIF, il nous est interdit de faire de la politique et on n'a jamais, justement, sombré dans ça. Donc, nous, on ne cache pas que nous partageons un certain nombre de points. Mais, et là où intervient le génie des Français que nous sommes, pourquoi ne pas poser la question autrement? Est-ce que les frères musulmans d'Égypte ne nous inspirent pas du mouvement français? Et je pense que le modèle français, mais ça c'est l'ambitieux Amar Lasfar qui vous parle, les conditions que nous avons, le cadre laïque que nous avons, nous pensons qu'il y a matière à exporter un certain nombre de choses. En matière religieuse. On ne va pas continuer à vivre sur l'importation. Je peux apporter des enseignements à un certain nombre de pays qui pataugent et qui sombrent dans un certain nombre de mélanges. Donc voilà un peu, nous, on ne se cache pas que nous sommes proches d'un certain nombre de mouvements, y compris le mouvement des frères musulmans. Mais nous sommes une association franco-française régie par 1901, la loi 1905 et les lois en général. Et ceux qui ont suivi la présence musulmane savent très bien qu'est-ce que j'avance. Le résultat, il est là. C'est-à-dire, excusez-moi du terme, 11 voyous ensombrés dans le terrorisme. Est-ce que, d'ailleurs, on sait beaucoup, un sait beaucoup. Mais si, loin de moi de relativiser quoi que ce soit. Loin de moi de relativiser quoi que ce soit. Le radicalisme, même s'il y a une seule personne en France, on va dire ce n'est pas la bonne voie. Mais regardons aussi sur l'autre moitié du verre. Deuxièmement, mais regardons que nous ne sommes pas... Si on était les seuls à intervenir sur ces jeunes, là vous pouvez me reprocher, dites monsieur, vous êtes enseignant et vous êtes le seul enseignant, parce que ces élèves ne viennent que chez vous. Or, ils consomment d'autres discours. Et d'ailleurs, le discours d'Internet, il nous dépasse de loin. Nous sommes démunis par rapport au discours de... Et je l'ai dit à Lima, en présence du ministre de l'Intérieur, qu'il y a notre concurrent déloyal, c'est Internet, les imams d'Internet. Donc il n'y a pas que nous qui intervenons sur ces jeunes. Malgré tout ça, donc nous faisons partie des, on peut dire, des éléments qui interviennent. Excusez-moi de vous interrompre, c'est tout à fait discourtois, mais à un moment donné, dans votre propos tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que la radicalisation était née en dehors des mosquées. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour nous à entendre. J'ai du mal à le croire, je ne fais pas le lien automatiquement entre l'un et l'autre, mais dire que la radicalisation serait intrinsèquement
extérieure aux mosquées, je trouve, Monsieur Lasfar, le propos très excessif. Je m'excuse d'être un petit peu brutal et on attend là quand même d'autres réponses de votre part, en tout cas dans les interrogations qui sont confiées à notre mission. J'arrive, si vous me laissez un peu, je voulais conclure justement par ce part de responsabilité que nous avons. Je ne suis pas le seul à dire ce que je viens de dire. Certain nombre de spécialistes de la question, des sociologues, des anthropologues, des politologues, des spécialistes qui disent ce que je viens de dire. Il y a la part des mosquées. Mais quand j'analyse un phénomène, je ne peux pas l'analyser avec un seul facteur. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire que les mosquées ont joué. Quelques mosquées. Moi, vous m'excuserez parce que j'ai évolué dans les mosquées pendant 35 ans. Quelques mosquées, et ils sont connus par les services concernés. Mais donc le phénomène, il nous dépasse tous, mais on a des impacts en même temps. Ils viennent prier avec moi, je ne sais pas de quoi ils sont faits. 1500 personnes. Un jour, on me dit à Mar Lasfar, mais écoutez, sur le plateau de France 3 de Lille, mais monsieur Lasfar, vous ne pouvez pas garantir tous ceux qui viennent chez vous. Je veux dire, loin de moi de garantir tous ceux qui viennent à la mosquée. Je n'ai pas un détecteur d'intégrisme ou un détecteur de radicalisme à la mosquée. Ils viennent, ils écoutent le discours. Est-ce que le discours leur plaît? Il ne leur plaît pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, je crée le débat et je continue. Donc je ne suis pas le seul à dire ce genre de choses. Mais j'ai ma part de responsabilité. Seulement, juste, je vais rendre compte en quelque sorte. Rendre compte, c'est un peu... Mais je vais rendre compte, mais de ma part, sur les intervenants, sur cette jeunesse. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas justifier la politique urbanistique, la ville, l'échec scolaire. Ce sont des éléments qui interviennent en même temps. Mais aussi, les mosquées, il y a des prêcheurs de haine. Je vous le concède. Il y a des prêcheurs de haine dans notre pays. Il y a des imams radicaux dans notre pays. Eh bien, appliquons la loi. Tout simplement. Quand quelqu'un dérape, quand quelqu'un ne respecte pas la loi, sans pour autant s'amener avec des caméras, avec des journalistes à 6 heures du matin, on peut faire appliquer la loi au grand jour. Et on dit, monsieur, vous avez outrepassé vos prérogatives de religieux, vous devez rendre compte. Voilà un peu comment moi je traite ce genre de questions. Donc, le résultat, il est là, oui, mais on ne peut pas dire qu'il y a 11, 12, je ne sais pas combien, 9800 de personnes radicalisées. Encore une fois, vous m'excuserez. Qu'est-ce qu'on met dans la radicalité? Quels sont les signes de radicalité? Parce que j'ai entendu aussi que dans un certain nombre de rapports, la barbe, la moustache rasée, la robe longue, les plats cuisinés, la cantine scolaire, le foulard font partie de là. Là, on doit être objectif. Voilà. Parce que j'ai vu des rapports, notamment d'académie, qui disent que voilà les signes de radicalisation, faites attention à ce genre de choses. Dès qu'on ne rend pas de service, il faut bien viser, pour atteindre les résultats escomptés, il faut un très bon diagnostic, comme disent les médecins, un très bon diagnostic, et faire la part. Sinon, on crée en quelque sorte, sans qu'on le veuille, on crée malheureusement un climat mais la radicalisation, elle est là. On doit faire tout, notamment tendre la main aux spécialistes. Dounia Bouzar a fait un très bon boulot. Il est du Nord d'ailleurs et on travaille avec elle. Et il a fait un bon boulot sur la déradicalisation. Dernièrement, apparemment, on ne lui a pas renouvelé son contrat. Mais je ne peux pas faire le boulot de Dounia Bouzar. Il est qualifié, je ne le suis pas. Je complète ce que fait Dounia. Je viens au petit gamin, je lui dis, écoute, il faut que tu réussisses ta scolarité. Il faut que tu décroches un boulot. C'est difficile. On s'appelle Mohamed, ici d'un quartier de l'Île-Sud. Voilà. Il me dit, Amar, je veux bien te croire. Mais je lui dis, vas-y, accroche-toi. Moi aussi, on ne m'a pas donné ma chance, je l'ai faite. Les mêmes obstacles, je les ai vus. J'ai fait la fac à Lille, j'ai fait l'IAO à Lille, puis j'ai souffert, mais après, j'ai fait ma situation. Et en plus, c'est ce qui fera de toi, demain, un citoyen responsable, c'est que tu as franchi ces obstacles. C'est-à-dire permettre à ces jeunes, justement, il n'y a pas que moi qui intervient, d'autres lui promettent le paradis sur terre. Voilà. Et ce n'est pas la peine qu'il vive ici. Il va faire un raccourci pour avoir des vierges qu'il attend de l'autre côté. Ce discours, il est là. Il est là, il nous fait une concurrence déloyale. Le CFCM, j'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'instance représentative sur le CFCM, il n'est pas à la hauteur de ce que je veux. Est-ce que je vais la descendre, lui tirer dessus? Non. Je vais la réintégrer, mais je ne vais pas conditionner mon intégration. Parce que sinon, le vice-président, il va dire, aucune condition, je vous ai dit. Hein. Dans une réunion, on m'a dit, alors, quelle est votre condition, M. Lasfar? Quelles sont vos conditions? Aucune. Aucune. Je réintègre le CFCM. Avec mes amis de CFCM,
et je sais très bien qu'ils ont mis le doigt sur un certain nombre de choses, on va réformer, hein, et on va rattraper le retard qui est le nôtre. Bien sûr, le CFCM, ce n'est pas une structure religieuse. Ce ne sont pas des imams qui le composent, mais quand même des personnes qui veillent à administrer le culte. Quand je dis une structure cultuelle, dans le sens où il gère les affaires du culte. Monsieur Kbibesh, c'est un ingénieur des ponts et chaussées. Amar Lasfar, elle est diplôme d'IAE. Notre ami, on n'est pas des imams au sens théologique du terme, mais il faut une instance théologique. D'où, il y a aussi à l'ordre du jour aujourd'hui, M. Kbibesh, vous en a parlé dans son audition, il est en train de réfléchir, et d'ailleurs, dernièrement, on a mangé ensemble à la mosquée de Paris, le recteur de la mosquée de Paris, M. Kbibesh et moi-même, et on a parlé de la mise en place d'un conseil théologique, scientifique, on verra, de recherche, mais en tout cas, un conseil de spécialistes, hein, de la théologie musulmane. Voilà un peu ce que j'appelle la réforme. La réforme, je ne vais pas venir en disant voilà, faites ça, sinon moi non, je viens, je rentre, et sans aucun bousculement des équilibres qui se trouvent au CFCM, parce qu'il faut dire que le CFCM, il y a des équilibres qui le régissent de l'intérieur, mais j'apporte ma valeur ajoutée, ma contribution. Voilà. L'ESH, combien il forme d'imams? Une centaine d'imams chaque année. Mais c'est un institut européen. Donc nous formons des imams de l'Europe. 10 à 15, allez, 20 personnes chaque année sont diplômées de l'IESH de Château-Chinon. Il y a un autre problème, ce qu'on appelle le recrutement de ces imams. L'infrastructure mosquée n'est pas malheureusement à la hauteur aujourd'hui. Une bonne partie d'entre elles n'est pas à la hauteur de recruter ces imams qui sont formés. Premièrement, ce sont des diplômés et ils demandent une situation, là pour le moins qu'on puisse dire bac plus 4, bac plus 5, et on sait très bien combien ça coûte. Une bonne partie de nos mosquées n'ouvrent pas leurs bras à ces imams qui sont formés. Je connais des imams qui sont formés à Château-Chinon et qui chôment. Et on ne cesse pas de dire il faut former, il faut les imams. Ils sont formés et ils chôment parce que l'infrastructure ne les accueille. Le marché du travail, on peut dire, le marché des imams ne les... excusez-moi. Est-ce que je peux vous interrompre? Oui, oui. Est-ce que c'est le marché des imams qui n'est pas à la hauteur, ou est-ce que leur emplacement dans les mosquées se heurte aux pays d'origine qui préfèrent les leurs, parce qu'on a eu des auditions, hein, donc on commence à voir un peu la difficulté. Est-ce que par hasard cet imam de France, enfin ces imams formés en France et que, à titre personnel, j'appelle de mes voeux, avec la rupture des pays d'origine, parce que je considère que, enfin, c'est ma vision idéale. Voilà. Est-ce que ces jeunes qui sont formés à Château-Chinon, du texte dans le contexte, et qui parlent français, qui prêchent en français conformément à ce qui est possible, est-ce qu'ils sont bien reçus dans les mosquées, ou est-ce qu'ils se heurtent aux imams des pays d'origine? C'est une vraie question pour nous. Vous avez très bien répondu à la question, madame la sénatrice. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, moi je dis toujours que l'islam de France, il a un concurrent sur place, qui s'appelle l'islam en France. Tout à l'heure, si vous m'avez suivi, je dis que l'islam de France n'a pas été décrété. C'est vrai, sur le plan politique, il y a un certain ministre, il me faut l'islam de France, l'islam de France. J'ai été reçu par M. Valls quand c'était ministre de l'Intérieur. Je lui ai dit, M. Valls, vous avez utilisé 3 ou 4 fois l'islam de France. Pour vous, c'est quoi l'islam de France? Quel est son contenu? On peut être d'accord sur le contenant, sur le cadre, mais qu'est-ce que vous mettez dedans? Parce que le débat, il est là. Qu'est-ce qu'on met dedans dans l'islam de France? Ces instituts que je viens de citer font partie justement de l'islam de France. Mais aujourd'hui, nous avons encore une bonne partie de nos coreligionnaires font partie de la première génération. Qui dit première génération? Il y a encore des loyautés, hein, vis-à-vis d'un certain nombre de pays d'origine. Et ce qui est, à mon sens, naturel et normal. On ne va pas brusquer cette évolution et on demande aux musulmans de faire ce que les autres ont fait en plusieurs siècles. L'islam de France, il date de 20 ans, grand maximum. Donc il y a quasiment une bonne partie de mosquées sont entre les mains de la première génération. Et qui voient d'un mauvais œil le fait de prêcher en français. C'est la réalité. On ne va pas la dénoncer, parce que la dénoncer, ça n'arrange pas les choses. On l'accompagne. Si on peut apprendre le français à cet imam qui est venu du bled,
du bled du Maroc, d'Algérie ou de la Turquie, pourquoi pas. Mais préparant, je pense que les imams que nous préparons aujourd'hui, c'est pour prendre les responsabilités par la suite. Mais vous avez très bien répondu, madame, qu'il y a des imams, d'ailleurs, nous continuons encore, au moment où on dit il faut former les imams en France, il y a des imams qui partent pour être formés. Moi, je ne suis pas contre, du moment qu'ils sont dans un cadre universitaire et que ça se fasse d'une façon transparente, mais seulement au passage, je fais la remarque. Tout simplement. L'argent, bien sûr on a besoin d'argent. Qui n'a pas besoin d'argent? Mais l'argent sans condition. Moi je ne peux pas vous dire que je ne veux pas argent d'étranger. Parce qu'au moment où nous vivons dans un monde mondialisé, nous savons très bien qu'un certain nombre de lieux de culte non musulmans sont financés par l'argent français dans le monde. Et l'Église ou les églises en général sont financées par l'argent qui nous vient aussi de l'étranger de la France. Moi, j'en fais pas une affaire. Seulement, ce que je dénonce, l'argent qui est soumis à des conditions. Je vous donne ça, mais vous devez vous soumettre à une politique qui n'est pas. Et la première notion que je vous citer, c'est l'indépendance. 83, on n'a pas l'indépendance. Et jusqu'à aujourd'hui, derrière l'UEF, il n'y a aucune puissance étrangère. À moins qu'on persiste, il y a l'Égypte. Alors qu'Amar Lasfar est marocain d'origine, il n'a jamais mis ses pieds en Égypte, même pour le tourisme, alors que je suis dans le tourisme. Donc derrière nous, il y a la France, tout simplement. Nos décisions se prennent 20 rue de la Prévôté à la Courneuve. On n'a pas de représentants diplomatiques avec qui on traite, mais nous respectons les autres pour le choix qu'ils ont fait. Bien sûr, l'argent qui vient d'une façon transparente, nous avons vu l'argent de la mosquée de Lyon, il est venu d'une façon officielle. Voilà, sans aucune condition, bien sûr. Nous avons l'argent, vu l'argent des mosquées d'ici à Paris, ou à Strasbourg, ou ailleurs, bien sûr, bienvenue à l'argent étranger, mais s'il n'est pas conditionnel. Il est 17h30 et vous regardez Sénat 360. Voici les titres de ce mardi 19 avril. Bernard Cazeneuve présente un nouveau dispositif d'intervention en cas d'attaque terroriste. Objectif que les unités d'élite de la police et de la gendarmerie soient mieux coordonnées et puissent intervenir en moins de 20 minutes partout sur le territoire national. Journée île morte à Mayotte. Aujourd'hui, un mouvement citoyen qui dénonce les violences sur l'île a réuni des milliers de personnes. Nous serons en direct par téléphone avec Tani Mohamed Swalihi, sénateur socialiste de ce département d'outre-mer. Quel avenir pour Nuit debout? Après la polémique sur l'éviction d'Alain Finkielkraut du rassemblement ce week-end, nous nous interrogerons sur ce mouvement qui bouscule les pratiques politiques traditionnelles. Et comme chaque jour, vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Dans cette édition, nous irons retrouver Saveria Rojek en salle des conférences pour des réactions sénatoriales à l'actualité. C'est le multiplex de Sénat 360. Mais avant de développer ces titres, focus aujourd'hui sur les indemnités des parlementaires. Une association estime que certaines de ces indemnités sont illégales et a écrit au président des deux assemblées, Sandra Cerqueira. Certains de nos parlementaires toucheraient-ils trop d'argent? La réponse est oui, selon l'Association pour une démocratie directe. Elle s'est intéressée à plusieurs indemnités perçues par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi par les questeurs, les présidents de groupes et de commissions. Ils sont 80 à toucher ces indemnités de fonction sans aucun fondement légal. Cela représenterait 1,5 million d'euros par an, somme que l'association leur demande de rembourser. L'article 25 de la Constitution et l'ordonnance portant loi organique de 58 sont très précises. La première dit que toutes les indemnités versées aux parlementaires, les indemnités versées aux parlementaires doivent être encadrées par une loi organique. Donc là, on n'est pas sur un vide juridique, on est en dehors du cadre prévu par la loi. La loi de 1958 prévoit que les parlementaires touchent deux types d'indemnités. Une indemnité de base et une indemnité de fonction. Leur total étant plafonné à un peu plus de 7 000 euros, sauf que certains dignitaires du Parlement touchent une indemnité de fonction supplémentaire et dépassent ainsi le plafond légal. Environ 7 000 euros en plus net d'impôts pour Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat. 4 130 euros pour les questeurs du Sénat et 2 030 euros pour les présidents de groupes et de commissions. Des primes votées par les bureaux des deux chambres, en grande partie par les mêmes personnes à qui elles sont versées. Mais selon ce spécialiste du droit parlementaire, ces primes ne sont pas illégales.
il est fixé par une autre ordonnance de 1958, l'ordonnance 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est fixé que les assemblées disposent de l'autonomie financière. C'est l'article 7 qui fixe cette règle, laquelle est reprise dans le règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat et qui permet à chacune des assemblées de gérer en interne son budget, et c'est une conséquence directe et logique du principe de séparation des pouvoirs. Les parlementaires concernés précisent que ces indemnités ne relèvent pas de la loi organique et qu'elles sont censées couvrir uniquement des dépenses liées à l'exercice du mandat. Mieux coordonner l'action des forces d'élite de la police et de la gendarmerie, c'est l'objectif du nouveau plan d'action. En cas d'attaque terroriste présenté aujourd'hui par Bernard Cazeneuve, 7 nouvelles antennes régionales communes GIGN et RAID vont être ouvertes pour intervenir n'importe où en France en moins de 20 minutes. L'heure n'est pas à la concurrence des forces, mais à l'unité, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur qui a également réagi à une affiche qui fait polémique. La CGT publie un document qui dénonce les violences policières. Une matraque sur fond de mare de sang qui fait réagir la classe politique. Brice Andlauer. Une matraque et un insigne de CRS près d'une flaque de sang. La CGT utilise une communication choc pour dénoncer les violences policières. Cet après-midi, devant les forces de police, Bernard Cazeneuve s'est dit choqué par la campagne. Ce ne sont pas des campagnes irresponsables et médiocres qui parviendront à abîmer l'image que les Français ont des policiers et des gendarmes, ni la gratitude qu'ils aiment à leur témoigner. De son côté, la CGT rejette toute volonté de stigmatisation. Ce n'est pas ceux qui appliquent les ordres qui sont montrés du doigt, ce sont ceux qui donnent les ordres. Nous, de ce point de vue-là, nous avons discuté avec nos camarades de la Fédération de la police et c'est comme ça qu'on voit cette affiche. À droite comme à gauche, le tract dérange. Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste, a pointé du doigt une gauchisation du syndicat. À droite, certains députés demandent quant à eux au ministre de l'Intérieur de porter plainte. C'est une insulte misérable qui ne mérite que le mépris. Évidemment, le secrétaire général de la CGT serait bien inspiré non seulement de retirer cette affiche, mais de présenter ses excuses aux policiers. La CGT tient son congrès national jusqu'à la fin de la semaine. Ces méthodes de communication devraient s'inviter dans les débats. Le patron des patrons, Pierre Gattaz, lance un avertissement au gouvernement sur la loi travail. Le président du MEDEF réclame le retrait de plusieurs points du texte, comme le compte personnel d'activité. On l'écoute. Nous avons atteint aujourd'hui notre point de rupture. Si rien ne bouge rapidement sur ce texte dans les 3 semaines qui viennent, nous en tirerons les conséquences et le gouvernement et les députés récolteront ce qu'ils auront semé. Nous pourrons alors demander officiellement le retrait du texte, bien évidemment, mais au-delà de ça, je pense que le dialogue social institutionnel risque d'en pâtir beaucoup et que nous demanderons sans doute la suspension des négociations assurance chômage. Et pour réagir à cet ultimatum du MEDEF, nous allons rejoindre Saveria Rojek en salle des conférences du Sénat. Saveria, vous vous trouvez aux côtés d'Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord. Éric Bocquet, Pierre Gattaz menace donc de suspendre les négociations sur l'assurance chômage. Si rien ne bouge sur la loi travail, mais même une deadline qui est de 3 semaines, que répondez-vous à cet ultimatum, à ces méthodes ? Écoutez, l'histoire sociale et politique d'un pays, c'est l'histoire d'un rapport de force, qui ne veut pas dire violence, entre le monde du travail et les autres. Et M. Gattaz sent bien aujourd'hui qu'il y a une ouverture devant lui, un gouvernement qui n'a plus beaucoup d'assises, d'un trouble profond dans le peuple français, des questions qui se posent. Les Nuits debout participent de ce mouvement. Il y a une forte inquiétude par rapport à l'avenir. Et M. Gattaz sent bien qu'il peut aller dans la surenchère. Voilà. On se demande quand même quelle mouche lui a piqué, parce qu'il était jusqu'à présent, il soutenait plutôt le texte. Et puis là, un ultimatum 3 semaines, c'est assez radical comme propos. Oui, c'est radical, effectivement. C'est la pression des fédérations, peut-être ? Sans doute que ses adhérents lui disent « Allez, il faut y aller, maintenant, il faut aller au charbon ». On a eu M. Sellière, il y a quelques années, qui avait un peu un ton aussi vindicatif à l'époque. On est dans une bataille, ce ne veut pas dire la violence, mais dans un rapport de force, encore une fois. Et aujourd'hui, dans la confusion qui règne, dans le doute qui occupe les esprits en France, M. Gattaz doit considérer que c'est le moment d'y aller, d'obtenir le maximum de ce gouvernement. Il faut tenir bon, là. Alors, dans la même veine,
semaine, Bruno Le Maire, s'il est élu, promet de ne plus négocier avec les syndicats. Sinon, on perd des mois pour au final ne pas réformer, hein, je cite. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça aussi, de plus passer par les syndicats? C'est la rupture du dialogue social à la française. Oui, tout à fait. Monsieur Le Maire annonce la couleur avant même d'être désigné comme candidat de sa formation politique. Donc évidemment, je ne militerai pas pour son élection, ça va sans dire. Mais au moins, il annonce la couleur. Mais ça veut dire que, encore une fois, dans cette droitisation à laquelle on assiste dans cette société depuis quelques années maintenant, certains se sentent des ailes pour aller très loin, pour remettre en question l'histoire sociale et politique en France, y compris par rapport aux syndicats, qui sont l'expression démocratique des salariés, qu'on le veuille ou non, même quelle que soit leur force dans le pays. Et d'ailleurs, il faut déplorer qu'ils ne soient pas plus puissants, mais néanmoins, ils existent. Et c'est l'expression des salariés dans l'entreprise. Selon vous, les syndicats facilitent le dialogue social? Les syndicats... Au contraire, c'est plutôt synonyme d'un blocage et de négociations sur plusieurs mois. Non, l'histoire de France a avancé avec des luttes syndicales puissantes. Vous savez, la France, elle est escalée parce qu'il y a eu des luttes syndicales qui ont fait avancer les droits sociaux. Avant qu'il y ait les congés payés, il n'y avait pas de congés payés. Avant qu'il y ait un salaire minimum, il n'y avait pas de salaire minimum. Avant qu'il y ait des CE dans les entreprises, il n'y en avait pas. Tout ça, ce sont des conquêtes et c'est le fait des syndicats avec les salariés. Oui, alors ce que dit Pierre Gattaz, il dit qu'on arrive à la limite du dialogue social à la française. Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue social sert encore à quelque chose? Est-ce que le pays n'a pas besoin de réformer vite, rapidement? Dans quel sens réformer? Si c'est réformer dans le sens de l'intérêt général, tout le monde sera d'accord. Si c'est réformer dans le sens que l'on vit depuis quelques années, évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord. Et il faut faire respecter les intérêts de tous. Que l'économie fonctionne bien, tout le monde y a intérêt. Mais il faut aussi parler redistribution. Il faudrait aussi regarder un peu du côté du coût du capital. On nous rebat les oreilles régulièrement de parler avec le coût du travail. Parlons un peu des dividendes, parlons un peu de la répartition de la richesse dans ce pays, parlons des inégalités, de l'investissement, de la recherche et du développement. Voilà des sujets qui doivent intéresser les salariés, les syndicats et le patronat. Très bien. Merci beaucoup Éric Bocquet d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci Saveria. Quelle place pour les syndicats à l'avenir? On vient d'en parler. La CGT cherche un nouveau souffle à Marseille où se tient son congrès. Bruno Le Maire promet de ne pas négocier avec eux en cas d'élection. Est-ce la fin du dialogue social en France? Élément de réponse avec Géraldine Bavoilo. Une petite phrase qui relance le débat sur les négociations syndicales. Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite en vue de 2017, ne comptera pas sur les syndicats pour réformer le pays. Sitôt qu'on est élu, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre de grandes consultations sociales, on fait un grand dialogue social, et puis on confie la négociation aux partenaires sociaux, aux syndicats, et puis 6 mois plus tard, on se retrouve, on s'aperçoit qu'il n'y a rien à négocier, qu'on est d'accord sur rien, et on a perdu 6 mois. Ma méthode est très différente, je passerai par ordonnance dès l'été 2017 et je préfère annoncer la couleur tout de suite. Je suis prêt à discuter, je suis prêt à dialoguer, je ne suis pas prêt à négocier. Le gouvernement peut faire passer des réformes via les ordonnances, des textes qui ont valeur de loi, mais sans passer par le Parlement. Principale contrainte, la loi Larcher de 2017. Le gouvernement est obligé d'ouvrir une concertation avec les partenaires sociaux lorsque le projet de réforme porte sur les relations individuelles et collectives du travail. Cette remise en cause du dialogue social intervient en pleine crise syndicale. Dernier exemple, les récentes négociations autour de la loi travail. Le gouvernement a pu compter sur les divisions entre les différentes centrales. Si de nouvelles manifestations sont annoncées, la CGT n'a jamais pesé dans les discussions. Un chiffre explique peut-être ce constat. La France possède l'un des plus faibles taux de syndicalisation des pays de l'OCDE. Moins de 8% des salariés sont syndiqués. Opération Île Morte aujourd'hui à Mayotte, un mouvement citoyen pour dénoncer la violence qui ronge cet archipel de l'océan Indien. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Thani Mohamed Swali, sénateur socialiste de ce département d'outre-mer. Bonjour Monsieur Swali. Bonsoir Monsieur. Alors Monsieur Swali, tout est parti d'un terrible fait divers. Un homme poignardé alors qu'on tentait de lui arracher son sac vendredi dernier et qui a provoqué donc cette mobilisation citoyenne. Oui, c'est un peu le déclencheur, mais il faut savoir que la problématique de l'insécurité à Mayotte est quelque chose qui a connu un développement vraiment exceptionnel ces derniers temps. Les derniers chiffres qui ont été fournis lors de l'audience solennelle de rentrée des juridictions de Mayotte, c'est 50% d'augmentation de cette délinquance. Et il est vrai que cette agression tragique, ce meurtre, a permis de mobiliser toute cette population pour dire son ras-le-bol et pour appeler à des mesures
afin d'éradiquer ce fléau. Justement, quelles mesures faut-il prendre pour éradiquer ce fléau que vous dénoncez et que la population dénonce? Écoutez, à mon avis, il y a des mesures immédiates à prendre et puis des mesures plus à terme. Les mesures immédiates, pour moi, consisteraient, et cela passe par une augmentation significative des organes de la réponse pénale, que ce soit des enquêteurs jusqu'aux tribunaux, donc consisterait à détecter les fauteurs de troubles et ces délinquants qui sont en grande partie des mineurs, les isoler et puis dans un second temps, parallèlement, je dirais même, commencer un vrai travail de prévention qui associe à la fois à notre conseil départemental, mais aussi les collectivités et l'État. Voilà, ce sont principalement ces deux mesures qu'il faudrait assez rapidement et d'urgence pour l'arrêt de ces délinquants qu'il faudrait entreprendre, sans oublier également d'impliquer bien évidemment les familles, parce que beaucoup de ces délinquants, comme je l'ai dit, sont des mineurs et il y a un travail à faire, un travail de sensibilisation auprès de l'autorité parentale. Justement, Thani Mohamed Soilihi, est-ce que 5 ans après être devenu le 101e département français, l'archipel est considéré comme n'importe quel territoire français avec les mêmes moyens? Pas du tout, et pour cela, il faut juste se référer à un rapport très récent de la Cour des comptes qui met en avant, en évidence, une réalité, c'est que cette départementalisation n'a pas du tout été bien préparée. Des chantiers importants préalables à cette départementalisation, tels que la réforme foncière, la fiscalité, n'ont pas été correctement menés. Or, ce sont ces chantiers qui auraient dû permettre que l'île se prenne mieux en charge. Et aujourd'hui, la Cour des comptes préconise de corriger ces errements du passé et de mettre en œuvre des chantiers prioritaires. Et dans l'immédiat, puisque cette départementalisation n'a pas été préparée de façon à permettre à l'île de se prendre en charge, forcément, on ne peut sortir de cette impasse, de ce cercle vicieux, que si l'État aide massivement, aide de façon très importante le département de Mayotte et ses collectivités. Nous faisons partie... Merci Thani Mohamed Soilihi d'avoir répondu à nos questions depuis Mayotte. J'accueille maintenant sur le plateau un nouvel invité, Loïc Blondiot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à Paris 1 et spécialiste de la démocratie participative. Alors nous allons évoquer ensemble notamment les suites du mouvement Nuit debout. C'est le face-à-face du jour. Alors, avant d'évoquer Nuit debout, on vient de voir la situation à Mayotte. C'est un mouvement citoyen, hors des partis et des syndicats, qui s'est mobilisé aujourd'hui. Finalement, ces mouvements citoyens, ils essaiment partout sur le territoire national? Oui, mais très clairement, le mouvement qui se déroule en ce moment à Mayotte n'a pas grand-chose à voir avec le mouvement Nuit debout. Là, il s'agit vraiment de revendications très précises à Mayotte. Et il s'agit d'un mouvement qui agit réellement dans la rue, alors que le mouvement Nuit debout s'intéresse beaucoup plus à la discussion, à la délibération, au débat, au renouvellement des formes même de nos démocraties. Justement, l'émergence d'une nouvelle forme de participation politique? Alors, une nouvelle, pas tout à fait. C'est-à-dire que Nuit debout s'inscrit vraiment dans la filiation du mouvement des indignés ou du mouvement Occupy d'il y a 4 ou 5 ans. Reprend un certain nombre des modes de discussion, l'utilisation des gestes par exemple, et partage les objectifs de ces mouvements qui étaient de démontrer qu'on pouvait faire de la politique autrement et que les citoyens critiquaient le système de représentation de manière très massive. Il y a un rejet absolument massif, mais on soif d'autres formes politiques. Alors vous avez cité les indignés en Espagne, il y a une concrétisation, c'est Podemos. Est-ce qu'il faut trouver un leader pour concrétiser politiquement ce mouvement? Alors n'allons pas trop vite en besogne. Je sais que finalement on attend beaucoup de Nuit debout, on attend en particulier qu'ils s'inscrivent dans les logiques classiques
de l'élection, de la représentation, de la création d'un parti. Je pense qu'à l'intérieur du Nuit debout sont majoritaires ceux qui veulent un mouvement auto-limité, ceux qui rejettent la personnalisation, ceux qui rejettent le principe même d'avoir un leader et qui, pour l'instant, privilégient l'élaboration en commun d'un nouveau programme. Ça mettra du temps parce que finalement, c'est un mouvement qui repose sur le consensus, sur le fait que tout le monde puisse prendre la parole. Ça prendra du temps, mais il est clair qu'il y a un refus objectif du leadership et de la personnalisation de la politique. Est-ce que c'est une repolitisation des citoyens ou finalement l'agrégation d'acteurs qui sont déjà engagés dans différents mouvements ? Les deux. Les deux. Je pense que par rapport à la crise politique actuelle, il y a différents réflexes, différentes réactions. Il y a toute une partie des citoyens qui veulent un pouvoir fort, qui veulent un leader. Et puis il y a une partie qui est peut-être minoritaire encore aujourd'hui, qui veut chercher des alternatives. Et c'est celle-là qui est représentée dans Podemos. Mais Podemos, c'est un mouvement complexe. Il y a à la fois ces citoyens qui veulent débattre, qui veulent enrichir la discussion politique. Il y a ceux qui veulent faire converger les luttes, c'est un des thèmes de Nuit debout, c'est-à-dire proposer une alternative politique. Et puis il y a ceux qui viennent à l'intérieur de cette enceinte, à l'intérieur de la place de la République, viennent défendre leur cause et rien d'autre. Alors justement, ce mouvement, on voit, c'est un mélange, mais est-ce qu'il est vraiment ouvert à tous ? On a vu la polémique avec Alain Finkielkraut, est-ce qu'il est ouvert à l'ensemble de la société ? Alors, on peut déplorer effectivement que Alain Finkielkraut n'ait pas pu rester longtemps. Il est resté quand même un certain temps sur la place de la République. C'est vrai que c'est antinomique avec le désir et le principe d'inclusion qui est affiché par le mouvement. En même temps, d'un certain point de vue, j'ai pu observer que ce mouvement s'efforce véritablement de canaliser toutes les dérives verbales, toutes les formes de radicalisation, et lui imputer ce qui s'est joué quand même à ses marges autour de quelques individus me paraît exagéré. Ce qui me frappe, c'est que les adversaires du mouvement se sont saisis de cet incident pour le disqualifier absolument. Je pense que c'est un mouvement qui ne mérite pas d'être caricaturé à ce point, qui ne mérite pas d'être idéalisé non plus, mais je trouve que le procès qui lui est fait est très largement exagéré. Étant hors de tout parti politique, est-ce qu'ils sont une menace justement pour les partis politiques ? Finalement, des gens qui arriveraient à la participation citoyenne par un autre biais ? Alors oui et non. Oui et non. Non, dans la mesure où, par exemple, on ne parle pas de l'élection présidentielle dans les débats de Nuit debout. On fait autre chose. On fait comme si, finalement, le jeu politique traditionnel n'avait pas d'importance. Donc ça n'est pas une menace immédiate, une menace directe, mais par la perspective que laisse entrevoir Nuit debout, celle que, finalement, les partis politiques sont peut-être une formule un peu obsolète, celle qui consiste à dire que les citoyens veulent vraiment des formes d'organisation beaucoup plus horizontales et veulent aussi participer de plus en plus. Là, il y a très clairement une pression qui pèse et qui va peser de plus en plus, me semble-t-il, sur le système politique traditionnel. Les partis politiques traditionnels, ils ont commencé à vouloir mettre en tout cas de la démocratie participative. Ségolène Royal en avait fait son credo. Jean-Luc Mélenchon en 2012, c'était place au peuple. Là aussi, on prenait les places de Paris et de province pour tenir meeting. Est-ce que finalement, les partis aussi tentent de s'emparer de ce mode de fonctionnement ? Alors ça, c'est une des grandes forces historiques. Quand on raisonne de manière un peu historique sur l'histoire du gouvernement représentatif, la démocratie représentative, elle a réussi à intégrer ses critiques. Elle a réussi finalement à les retourner et à se réformer pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Mais il me semble que toutes les démarches de démocratie participative qui viennent d'en haut risquent de se révéler insuffisantes face à ce mouvement qui vient d'en bas, qui a recours par exemple à des dispositifs sur le net qui sont extrêmement puissants et qui peuvent permettre, à mon avis, de déstabiliser ce gouvernement représentatif. Alors dans l'organisation, on retrouve quand même un fonctionnement politique. Comme ici au Sénat, il y a des commissions qui sont organisées, qui rapportent ensuite à l'Assemblée générale, qui est un peu la séance plénière. Finalement, est-ce qu'ils ne copient pas les modes de fonctionnement du politique? Oui, mais c'était déjà le cas à Athènes. Il n'y a pas 1001 manières de faire fonctionner une démocratie d'assemblée. Cette répartition du travail entre les commissions et l'Assemblée générale, elle est extrêmement classique et il est difficile finalement de penser autrement. Simplement, par exemple, les débats actuels au sein de la commission démocratie de ce mouvement portent sur la souveraineté de l'Assemblée générale, portent sur la possibilité finalement de laisser
laisser l'Assemblée générale décider alors que l'essentiel du travail se fait dans les commissions. Il y a une très forte réflexivité démocratique dans ce mouvement qui finalement va bien au-delà des schémas classiques de la démocratie représentative. Alors on l'a évoqué avec le cas d'Alain Finkielkraut. Est-ce que ce mouvement est vraiment ouvert à tous ou en tout cas pour prendre la parole, ou faut-il avoir une culture pour s'intégrer dans ce dispositif? On imagine il y a toujours quelqu'un qui sort un peu du lot, qui va mieux parler, qui va peut-être mieux être applaudi. Eh bien, c'est ça qu'essaye de canaliser, d'empêcher le mouvement. C'est-à-dire que toute forme d'émergence d'un leadership qui serait pesant sur les discussions est directement visée par les organisateurs. 2 minutes, pas plus. On a vu quand Varoufakis est intervenu, c'était 5 minutes, mais il y avait la traduction. Donc vous voyez que tout est fait pour faire en sorte que ça n'arrive pas et qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation du mouvement par quelques personnalités. Merci Loïc Blondiot d'avoir été notre invité sur ce sujet de Nuit debout. Merci à vous. C'est une semaine décisive pour EDF. Demain matin se tiendra à l'Elysée une réunion de travail autour de François Hollande avec une feuille de route décidée de la stratégie du groupe énergétique français. Jordan Klein. Au cœur de cette réunion cruciale, la construction de 2 réacteurs EPR au Royaume-Uni. Autour de François Hollande, plusieurs ministres pour ce qui ressemble à une réunion de crise. Récemment, Emmanuel Macron a affiché son soutien au projet. Nous soutenons le projet Hinkley Point. C'est très important pour la France, c'est très important pour le secteur nucléaire et pour EDF. La France mènera à terme ce chantier. Actionnaire principal, l'État est face à un dilemme. Lancer la construction des EPR pourrait faire courir d'énormes risques à EDF. Ne pas le faire mettrait en cause la crédibilité de la France. Problème, l'entreprise publique, fortement impactée par la chute des prix du marché, traverse une période difficile. Son plan d'économie, initialement fixé à 700 millions d'euros, devrait par exemple être revu à la hausse. Les syndicats, inquiets de cette situation, ont dans une lettre ouverte décrit une entreprise au bord de la faillite. Sa dette dépasserait les 37 milliards d'euros. Avec cette réunion, l'Élysée affiche clairement sa volonté de reprendre la main sur les décisions prises par l'entreprise. Nous prenons maintenant la direction de la salle des conférences du Sénat pour retrouver Saveria Rojek. À vos côtés, Saveria, se trouve Nicole Bricq, sénatrice socialiste de Seine-et-Marne, pour évoquer le vote la semaine dernière par le Parlement européen d'une directive sur le secret des affaires. Nicole Bricq, bonjour. Pourquoi le vote de cette directive crée la polémique? Alors, pour beaucoup, le texte est dangereux car il menace les lanceurs d'alerte et le travail des journalistes. Oui, alors sur ces 2 points, c'est faux, mais je voudrais quand même rappeler que cette directive qui a été mise sur la table par la Commission il y a déjà bientôt 3 ans, quand elle est arrivée au Parlement européen, qui est quand même l'outil démocratique, qui a reçu des pouvoirs supplémentaires depuis quelque temps, eh bien, cette directive n'était pas acceptable. Elle n'a pas été acceptée, en tout cas, par la délégation socialiste, parce qu'elle était très insuffisante, d'une part. Elle le reste pour partie du reste, mais elle était inacceptable, notamment par rapport à la protection des 2 populations dont vous parlez. Les lanceurs d'alerte et les journalistes. Absolument. Alors, s'agissant des journalistes, là, le texte est très clair. Et les parlementaires ont fait leur travail, dans la mesure où ils ont exigé une protection des journalistes. L'article 1 est très clair, puisqu'il fait référence à la Charte des droits fondamentaux, qui est quand même le texte supérieur et qui protège effectivement les journalistes. Et l'article 5 fait qu'aucune sanction, il n'y a pas de base juridique pour poursuivre un journaliste. Donc les journalistes sont entièrement protégés par la directive et c'est un très grand progrès de la démocratie. Quant aux lanceurs d'alerte, le texte est à minima. Mais je rappelle qu'il a été obtenu de haute lutte tel qu'il est meilleur que quand il est rentré par rapport au Conseil des États européens. Il était très insuffisant. C'est vrai qu'il n'est pas suffisant parce qu'il y a une protection à minima. Alors, il faut que les États se dotent d'une protection des lanceurs d'alerte. À l'heure actuelle, dans l'Union européenne, il n'y a que 5 États qui ont une législation spécifique. Si j'ai bien compris, dans la loi Sapin 2, il y aura une protection. Ça a été annoncé par le président de la République. Mais il faudra sans doute
une directive européenne pour que ça s'applique dans l'ensemble de l'Union. Au-delà de la question sur cette directive, au-delà de la question des lanceurs d'alerte et des journalistes, est-ce que ce texte ne renforce pas l'opacité dont bénéficient les grands groupes, justement? Non, il faut garder ce secret des affaires. On a du mal à comprendre. Non, mais parce qu'on n'est pas seul au monde. Voilà, on a du mal, Madame Bricq, à comprendre le sens de cette loi, alors qu'a été révélé la semaine dernière les Panama Papers. Je suis d'accord. Oui, c'est la concomitance de Panama Papers, qui est due quand même à un travail opiniâtre des journalistes, qui est vraiment un acte démocratique. Mais au-delà du travail journalistique, on a du mal à comprendre ce texte qui visiblement renforce l'opacité dont bénéficient les grands groupes. C'est la concomitance des deux faits. Mais celle-là, au contraire, elle préserve le secret des affaires, parce que je regrette, il y a de l'espionnage industriel, il y a de l'espionnage commercial et il y a ce qu'on appelle l'intelligence économique. Et nous savons que l'intelligence économique, elle est plus ou moins bien déployée par certains États. En France, on a beaucoup de progrès à faire. Donc je pense qu'il faut garder ce secret des affaires, mais il faut faire en sorte que tous ceux consommateurs, salariés, ne soient pas brimés dans leurs droits. Donc je crois que les lanceurs d'alerte, les journalistes, c'est très important de rappeler qu'ils vont pouvoir faire leur travail. L'autre critique qui est faite sur ce texte, c'est qu'il ne bénéficie qu'aux grands groupes qui utilisent justement les secrets d'affaires pour contourner les législations et que les PME, les artisans, eux, n'y gagnent rien. Non, tout le monde a besoin du secret des affaires parce que tout ce qui est l'intelligence économique, c'est partout. Et nous avons une délégation interministérielle en France. Moi, j'ai participé à sa création quand j'étais ministre. C'était Madame Claude Revel qui a inauguré la fonction. Une délégation interministérielle auprès du Premier ministre. Nous avons besoin d'une protection. Cette protection ne doit pas empêcher ceux qui ont à faire leur travail de faire leur travail. C'est le cas. Alors, c'est encore insuffisant au niveau de la directive européenne. Je l'ai dit pour les lanceurs d'alerte. Mais c'est quand même un progrès par rapport au droit existant, à ce qui existait avant. Je crois que ce Parlement, qu'est-ce que vous voulez, il fait son boulot. Et le rapporteur de la délégation socialiste européenne, c'était un Italien. Je peux vous dire qu'il est de gauche, c'est l'ancien maire de Bologne. Il n'aurait pas laissé passer une directive qui renforçait l'opacité. Très bien. Merci beaucoup, Nicole Bricq, d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci, Saveria. Et pour être complet sur ce sujet, je vous invite à aller sur notre site internet publicsénat.fr, lire ou relire un article de François Vignal qui revient sur le vote de cette directive européenne. Il est 18h, l'heure du rappel des titres de Sénat 360. Quel avenir pour les syndicats alors que Bruno Le Maire promet de ne pas négocier avec eux en cas d'élection et que la CGT tente de se reconstruire à Marseille? Les organisations syndicales cherchent leur stratégie pour mieux représenter les salariés. Ce sera l'objet de notre débat dans quelques instants. Certaines indemnités parlementaires sont-elles illégales? C'est la question posée par une association qui a écrit au président des deux assemblées et qui s'interroge notamment sur des indemnités supplémentaires accordées à des élus. Bernard Cazeneuve présente un nouveau dispositif d'intervention en cas d'attaque terroriste. Objectif, que les unités d'élite de la police et de la gendarmerie soient mieux coordonnées et puissent intervenir en moins de 20 minutes partout sur le territoire national. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. C'est une lettre écrite au président des deux assemblées et qui questionne sur les indemnités des parlementaires. Une association estime que certaines d'entre elles sont tout simplement illégales. Sandra Cerquera. Certains de nos parlementaires toucheraient-ils trop d'argent? La réponse est oui, selon l'association pour une démocratie directe. Elle s'est intéressée à plusieurs indemnités perçues par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais aussi par les questeurs, les présidents de groupes et de commissions. Ils sont 80 à toucher ces indemnités de fonction sans aucun fondement légal. Cela représenterait 1,5 million d'euros par an, somme que l'association leur demande de rembourser. L'article 25 de la Constitution et l'ordonnance portant loi organique de 58 sont très précises. La première dit que toutes les indemnités versées aux parlementaires, les indemnités versées aux parlementaires doivent être encadrées par une loi organique. Donc là, on n'est pas sur un vide juridique, on est en dehors du cadre prévu par la loi. La loi de 1958 prévoit que les parlementaires touchent deux types d'indemnités. Une indemnité de base et une indemnité de fonction. Leur total étant plafonné à un peu plus de 7 000 euros, sauf que certains dignitaires du Parlement touchent une indemnité de fonction supplémentaire et dépassent ainsi le plafond légal. Environ 7 000 euros en plus net d'impôts pour Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat.
4 130 € pour les questeurs du Sénat et 2 030 € pour les présidents de groupe et de commission. Des primes votées par les bureaux des deux chambres, en grande partie par les mêmes personnes à qui elles sont versées. Mais selon ce spécialiste du droit parlementaire, ces primes ne sont pas illégales. Il est fixé par une autre ordonnance de 1958, l'ordonnance 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il est fixé que les assemblées disposent de l'autonomie financière. C'est l'article 7 qui fixe cette règle, laquelle est reprise dans le règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat et qui permet à chacune des assemblées de gérer en interne son budget. Et c'est une conséquence directe et logique du principe de séparation des pouvoirs. Les parlementaires concernés précisent que ces indemnités ne relèvent pas de la loi organique et qu'elles sont censées couvrir uniquement des dépenses liées à l'exercice du mandat. Quelle place pour les syndicats à l'avenir? Alors que certains candidats promettent de ne plus traiter avec eux, les organisations syndicales cherchent à se renouveler pour mieux défendre les salariés. Géraldine Bavoileau. Une petite phrase qui relance le débat sur les négociations syndicales. Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite en vue de 2017, ne comptera pas sur les syndicats pour réformer le pays. Sitôt qu'on est élu, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre de grandes consultations sociales, on fait un grand dialogue social, et puis on confie la négociation aux partenaires sociaux, aux syndicats, et puis 6 mois plus tard, on se retrouve, on s'aperçoit qu'il n'y a rien à négocier, qu'on est d'accord sur rien, et on a perdu 6 mois. Ma méthode est très différente, je passerai par ordonnance dès l'été 2017 et je préfère annoncer la couleur tout de suite. Je suis prêt à discuter, je suis prêt à dialoguer, je ne suis pas prêt à négocier. Le gouvernement peut faire passer des réformes via les ordonnances, des textes qui ont valeur de loi, mais sans passer par le Parlement. Principale contrainte, la loi Larcher de 2017. Le gouvernement est obligé d'ouvrir une concertation avec les partenaires sociaux lorsque le projet de réforme porte sur les relations individuelles et collectives du travail. Cette remise en cause du dialogue social intervient en pleine crise syndicale. Dernier exemple, les récentes négociations autour de la loi travail. Le gouvernement a pu compter sur les divisions entre les différentes centrales. Si de nouvelles manifestations sont annoncées, la CGT n'a jamais pesé dans les discussions. Un chiffre explique peut-être ce constat. La France possède l'un des plus faibles taux de syndicalisation des pays de l'OCDE. Moins de 8% des salariés sont syndiqués. Pour débattre de ce sujet, j'accueille sur le plateau mes invités. Éric Aubin, membre de la direction confédérale de la CGT. Face à vous, Thibault Langsat, vice-président du MEDEF. Et enfin, Pierre-Éric Texier, sociologue, professeur à Sciences Po Paris et spécialiste des syndicats. Alors, avant de se projeter sur l'avenir des syndicats, messieurs, je vais vous faire réagir à l'actualité. Éric Aubin, l'affiche de la CGT sur les violences policières fait polémique. Est-ce que vous regrettez ? Je trouve qu'on a fait beaucoup autour de cette affiche, malgré tout. Je pense qu'elle ne visait pas les policiers, les agents de la fonction publique en tant que telle. Elle visait surtout ceux qui donnent les ordres. Et ce qu'on a pu constater, notamment dans les dernières manifestations, c'est qu'on avait une provocation des forces de l'ordre. Et je pense que c'est ça qu'on a voulu dénoncer à travers cette affiche. Donc voilà, je ne sais pas ce qui sera décidé, mais en tout cas, je trouve qu'on en fait beaucoup. Thibault Langsat. Autre réaction à l'actualité sur l'ultimatum de Pierre Gattaz au gouvernement. Il faut revoir la loi travail, retirer la taxation des CDD, le compte personnel d'activité, ou alors on quitte les négociations sur l'assurance chômage. C'est une menace ? C'est une alerte solennelle que nous faisons sur le fait qu'on a une loi qui a énormément reculé et qui aujourd'hui ne sera pas productive pour l'emploi. Donc c'est un rendez-vous que nous donnons et il faut impérativement que le gouvernement remette des mesures qui permettent de faire inverser la courbe du chômage et de donner de la flexibilité aux entreprises. Pierre-Éric Texier, vous êtes un peu l'arbitre à cette table, le spécialiste des syndicats. On le voit, des deux côtés, les positions sont de plus en plus radicalisées. Est-ce que c'est un phénomène? L'écart est toujours de plus en plus important entre syndicats et patronat. Alors, premier point, je ne prétendrai pas être un arbitre. Un observateur. Mais un observateur, essayer de comprendre ce qui se passe, la modestie avant tout. Si on regarde ça un peu à distance, ce sont des phénomènes récurrents en France. Ces moments de tension au niveau national. Est-ce que ça dit ce qui se passe dans le pays? Sans doute pas. Sans doute pas. Si on regarde le syndicalisme en entreprise, on voit quand même un phénomène globalement beaucoup plus paisible, même s'il y a des tensions dans un certain nombre de cas. Et donc on ne peut pas tirer
du jeu des acteurs au niveau national une vision réelle de ce qu'est le syndicalisme en France et du débat social. Alors, maintenant, il y a une conjoncture particulière qui est liée, dans le fond, il y a le congrès de la CGT, qui est un élément évidemment important pour elle, et en même temps, la loi El Khomri, où un observateur modéré considère que le gouvernement s'y est pris d'une façon qui n'est pas très efficace. C'est le minimum qu'on puisse dire. Et donc, il offre à la CGT, qui était dans une certaine difficulté à cause de tensions internes fortes, il lui offre la possibilité de se ressouder, ce qui est, et c'est éventuellement utile. Je dirais que le gouvernement a fait un cadeau à la CGT à travers la loi El Khomri, paradoxalement, en lui permettant de se ressouder vis-à-vis d'un texte malmené, mal amené, mal négocié, dans lequel Éric Aubain, un cadeau du gouvernement ? Non, mais je partage assez, pour tout vous dire. Je crois que la loi El Khomri, effectivement, permet de mettre une CGT en action. Et je crois que c'est de ça qu'on manquait dans la dernière période, puisqu'il y a eu effectivement tout cet épisode à la fois de la succession de Bernard Thibault et les affaires autour du secrétaire général qui lui a succédé. Donc, on est aujourd'hui effectivement dans un congrès confédéral qui va permettre à tous nos dirigeants, nos militants de discuter, de débattre sur la stratégie de la CGT, la stratégie de lutte, sur cette fameuse loi El Khomri. Et donc, forcément, l'idée que cette loi, finalement, est assez bien tombée dans le calendrier, je partage. Maintenant, ça n'empêche que, quel que soit le calendrier, il aurait fallu la combattre. Sur la stratégie, est-ce qu'il faut durcir le ton face au gouvernement, finalement ? Est-ce que c'est ça la stratégie de la CGT ? Écoutez, moi je constate une chose, c'est que le gouvernement a fait le choix de ne discuter qu'avec une organisation syndicale, la CFDT. Je pense qu'il a eu tort de ce point de vue. On a des propositions qui sont sur la table, on a proposé à avoir de réelles discussions. Je crois que le gouvernement prend une large part de responsabilité sur le fait qu'il n'a pas voulu écouter les autres organisations syndicales et notamment la CGT. Et je crois qu'on arrive à un moment de tension où il y a eu le pacte de responsabilité qui a été négocié entre François Hollande et Pierre Gattaz il y a quelques mois. Aujourd'hui, il y a une loi qui tombe, on ne sait d'où, puisqu'effectivement, elle n'a absolument pas été discutée. Et donc, je crois que du point de vue de la méthode, c'est forcément très mauvais, mais y compris sur le fond, c'est une remise en cause fondamentale, notamment de 2 points. La hiérarchie des normes, qui est un vrai sujet, et la question de la liberté de licencier, ou en tout cas de faciliter le licenciement, de précariser la jeunesse. Et ça, forcément, c'est quelque chose que nous allons combattre. Thibault Langsade, on a bien compris, personne n'est vraiment satisfait de cette loi travail. Alors maintenant, on va se projeter. Est-ce qu'il reste une possibilité de dialogue social ? Vous menacez de quitter des négociations. On le voit, la CGT n'est pas contente qu'il n'y ait que la CFDT qui négocie. Est-ce qu'il reste un dialogue social possible entre patronat et syndicats ? Bon, en tout cas, il faut faire en sorte qu'il puisse exister. Mais je voudrais rappeler le taux de syndicalisation qui est extrêmement faible, puisqu'il est de l'ordre de 7% dans les entreprises relevant du privé, et que dans la grande majorité des entreprises, il y a une carence et une absence totale des syndicats. C'est le cas dans les TPE, dans les PME, où là, le dialogue social fonctionne. Il fonctionne bien, il y a des délégués du personnel qui n'ont pas envie, qui n'expriment pas le besoin d'être syndiqués. Je ne dis pas que c'est fondamentalement une chose qui est bien. Je pense que nous aurons tous, nous, à cœur d'avoir un dialogue social construit. Et le manque de représentativité dans les entreprises peut poser un problème. Et d'avoir une meilleure représentativité syndicale est quelque chose, paradoxalement, que l'on pourrait souhaiter. On évoque souvent le modèle allemand, qui est une forme de cogestion exprimée par certains, qui fonctionne bien. Mais le pendant, c'est une flexibilité forte qui est donnée aux entrepreneurs. Et quand on regarde d'ailleurs le positionnement du bureau du responsable syndical dans une entreprise, il est en face de celui du patron, au même étage. Et donc, on a là des échanges qui fonctionnent bien. Et il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et je voudrais être respectueux dans la formulation qui est un peu consacrée, qui est la revendication barbecue, merguez, manifestation ne fonctionne plus. Autrement dit, on a une culture syndicale qui s'est exprimée depuis maintenant des décennies et des décennies, qui doit trouver un renouveau sur
une défense commune des intérêts de l'entreprise avec les collaborateurs de l'entreprise. Et moi, on va avoir un sujet de divergence, c'est qu'on a des structures syndicales qui sont très axées sur la sécurisation de l'emploi dans l'entreprise et moins sur la protection de l'individu lui-même. Ce qui en fait des situations paradoxales et extrêmes, quel le cas de Goodyear, où on a voulu protéger des emplois à tout prix au détriment eux-mêmes des salariés. Et là, on a des méthodes de revendication, d'agitation syndicale qui sont bien évidemment très nuisibles parce que c'est ce que l'on voit à l'image et qui ne reflète pas, on peut le dire là-dessus, la réalité dans l'entreprise. Donc il faut faire évoluer ce dialogue social. Il faut probablement travailler sur la montée en compétences des acteurs syndicaux dans l'entreprise. Là, ce sera un terrain, je pense, d'entente. Plus on prend un syndicaliste, plus on l'amène à un niveau de compréhension des difficultés, enfin, du mécanisme économique d'une entreprise, plus on va avoir des partenaires qui seront en mesure de mieux négocier les intérêts économiques de l'entreprise avec ses salariés. Pierre-Éric Texier, il faut donc changer la méthode du dialogue social en France, en tout cas la faire évoluer, que ça ne fonctionne. On voit qu'actuellement c'est bloqué. Encore une fois, niveau national et niveau de l'entreprise, vous l'avez évoqué, on est dans des histoires différentes. Vous avez raison sur le fait que la représentation syndicale n'existe quasiment pas dans les PME et pas du tout dans les TPE. Elle existe plutôt dans les grandes entreprises. Et là, on a des configurations qui peuvent être extrêmement variées. Mais tout ça avec un syndicalisme minoritaire, faible, fortement idéologisé, ce qui veut dire des poussières de militants divisés entre les organisations syndicales dans les grands établissements. Ce n'est pas les ressources de changement qui sont nécessaires au pays. En même temps, si on regarde les résultats aux élections professionnelles dans les entreprises, les gens votent pour les syndicats. Le besoin de syndicats n'a pas disparu pour autant. C'est l'écart entre la représentation et le besoin de syndicats qui pose problème au modèle français. Alors la grande question, mais c'est une question qui n'est pas une question de court terme, c'est est-ce que la loi qui a modifié les termes de la représentativité syndicale va amener dans la durée une reconfiguration syndicale. Je dirais que l'espoir n'est pas très élevé de mon côté, mais en même temps je considère que ça serait un élément tout à fait favorable si on avait une reconfiguration syndicale au-delà des événements tout à fait actuels et de la tension que l'on connaît avec la loi El Khomri et le congrès de la CGT. Éric Aubin, comment se renouveler pour la CGT? Est-ce que vous travaillez sur des nouveaux modes de défense des salariés ou finalement vous campez sur les vieilles méthodes de mobilisation? Non, je crois qu'on est tous amenés à évoluer et on mesure combien effectivement on a besoin d'évoluer parce que le salariat change, évolue, etc. D'abord, le dialogue social, effectivement, il y a une différence entre les grandes entreprises, les grands groupes et les TPE. Ce que je constate quand même, c'est qu'au Conseil des prud'hommes, on a quand même beaucoup de salariés qui relèvent des très petites entreprises. Donc dire qu'il y a un dialogue social qui existe dans les TPE, peut-être, mais en tout cas, il n'est pas parfait, puisque 80% des dossiers prud'hommes, c'est dans les TPE. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on a effectivement un problème de démocratie sociale dans notre pays, de dialogue social. Je suis négociateur, vous l'avez rappelé, et j'avoue qu'aujourd'hui, on joue plutôt une pièce de théâtre autour de la table quand on négocie. Tout se décide ailleurs, et on le voit d'ailleurs avec l'ultimatum qu'a déposé Pierre Gattaz ce midi. Les décisions se prennent ailleurs, les conditions de la négociation se tiennent ailleurs. Donc, autour de la table, finalement, c'est un simulacre de négociation, et j'ai été de ceux qui ont porté l'idée de fixer de nouvelles règles de négociation. Dans le même temps, effectivement, il y a la loi sur la représentativité qu'il ne faut, à mon avis, pas détricoter, mais qu'il faut poursuivre. Or, ce qu'il y a dans la loi El Khomri, par exemple, sur le référendum d'entreprise, remet en cause ce qu'il y avait dans la loi de 2008 sur la représentativité dans les entreprises et le droit d'opposition des syndicats non signataires. Je pense que ce n'est pas comme cela qu'on va faire évoluer dans le bon sens. Dernier point, me semble-t-il, c'est la question des parcours syndicaux. On a un vrai problème aujourd'hui sur la question des parcours syndicaux. Alors, pour en avoir discuté, comme on dit chez nous en off, avec de nombreuses personnes du MEDEF, on est assez d'accord sur le sujet, mais personne ne veut mettre la main dans le cambouis. Or, si on veut du renouvellement
des acteurs syndicaux, des acteurs, y compris patronaux d'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question de quel parcours on offre à la jeunesse, aux salariés dans ce pays, pour qu'ils puissent participer à un moment à l'action syndicale, au dialogue, mais qu'ils puissent aussi retourner à l'entreprise quand ils le souhaitent. Or aujourd'hui, ce n'est pas possible dans de nombreux cas. Thibault Langsade, du côté patronat aussi, il y a des tensions. La CGPME avait avant vous menacé de quitter la table de négociation. On sent qu'il y a même côté patronat aussi, il va falloir trouver d'autres méthodes de travail. Certains dénoncent comment ça se passe. Non mais sur l'organisation patronale, elle n'est pas exempte de défauts et nous devons également travailler sur un renouveau patronal. Quand on voit, et je vais prendre un exemple très simple et c'est très factuel, quand on voit qu'on est capable de faire une mobilisation de 10 000 patrons face finalement à 1,2 million, on voit bien qu'on n'est plus avec les outils qu'il faudrait, ou en tout cas, il faut que aussi on réfléchisse sur la façon dont on peut mieux se coordonner. Alors, est-ce que ça passe par une union patronale? Là, je n'engage que moi et pas mon mouvement, mais il y a un vrai sujet, c'est de savoir comment on peut mieux peser dans la représentation des entreprises. Ça fonctionne relativement bien en région selon les départements, où il y a une forme d'union patronale, il y a la maison des entrepreneurs, où les branches professionnelles arrivent à se coordonner. Est-ce que dans le futur, il faut qu'on réfléchisse sur ces sujets-là? Oui, parce que l'objectif que nous sommes fixés, c'est aussi de mieux synthétiser les branches. Il y a plus de 560 branches, alors je parle sous votre contrôle, dont à peu près 130 qui sont actives, et ça participe à ce schéma de simplification. Et je pense que nous avons une responsabilité, nous, organisation patronale, d'initier ce mouvement de rationalisation, pour qu'on soit probablement plus compact, qu'on soit moins dispersé dans la défense des intérêts, et qu'on soit plus audible. Parce qu'au-delà de ça, les politiques, de gauche comme de droite, ont une capacité assez fine de pouvoir manœuvrer entre les divergences de la CGPME et du MEDEF et de l'UPA, alors que sur le fond, d'un point de vue purement, je ne vais pas dire idéologique, mais nos idées sont relativement proches. Et donc il faut qu'aussi on mène un schéma de simplification dans les années à venir. Merci messieurs d'avoir apporté votre pierre à ce débat. J'accueille maintenant sur le plateau Michel Grossieur. Alors Michel, dans quelques minutes, c'est l'heure de preuve par 3, comme chaque semaine. Et cette semaine, c'est Stéphane Le Foll, votre invité. Ah oui, et qui répondra à 3 questions, comme tous nos invités. Les 2 premières, d'ailleurs, comme porte-parole du gouvernement. La première, que répond-il à l'ultimatum de Pierre Gattaz, qui a tonné, vous en avez parlé aujourd'hui, sur la loi travail. Deuxième question, on le présente, Stéphane Le Foll, comme le grognard de François Hollande. Est-ce qu'il est vrai qu'il va lancer dans quelques jours l'appel « Et oh la gauche !» pour qu'elle se réveille et soutienne le chef de l'État? Enfin, bien sûr, nous aborderons les dossiers agricoles avec le ministre de l'Agriculture et nous lui demanderons si effectivement le pire est encore à venir pour les grands secteurs de l'agriculture, de l'élevage français. Merci Michel. Et avant de retrouver Stéphane Le Foll dans quelques minutes, je vous propose de regarder justement les 2 dernières questions d'actualité au Sénat sur le thème de l'agriculture. Les agriculteurs français sont confrontés à une pression asphyxiante des normes qui régissent leurs activités. L'ensemble de la filière est ainsi pénalisé par un arsenal de contraintes franco-françaises extrêmement denses. Ces dernières sont sociales, phytosanitaires, salariales et plus généralement environnementales. La majeure partie du temps, elles viennent d'ailleurs s'ajouter aux normes européennes déjà existantes en la matière. Monsieur le ministre, face à ce constat d'un modèle agricole en souffrance, la simplification des normes qui pèsent sur la filière agricole devient une nécessité absolue. Car si des mesures d'urgence ont été prises, nous ne pouvons que déplorer l'absence totale de propositions allant dans le sens d'un allègement des normes. En effet, pas un mot sur la suppression ou l'aménagement des normes. Pas un mot non plus sur l'impact de ces normes sur le quotidien des agriculteurs. Ces questions sont pourtant déterminantes dans la compréhension des difficultés et des souffrances de notre modèle agricole. Monsieur le ministre, l'embellie de la filière agricole française coïncidera nécessairement avec une amélioration des conditions de son exercice. Elle exige aussi une meilleure traçabilité des produits et de leur provenance. Elle exige enfin un véritable allègement des normes qui pèsent sur notre agriculture. Sur ce point précis, quelle est la position du gouvernement ? Quand vous déciderez-vous enfin faire de la simplification des normes une priorité absolue, comme l'exige la situation ? Plus que des mots, l'urgence requiert une action concrète et efficace. Vous ne pouvez plus décevoir nos agriculteurs français. Je connais ce discours, Madame la sénatrice. Il faut simplifier les normes. Faudrait-il que quand on fait ce discours, on me dise quelles normes vous voulez simplifier ?
Vous parlez des normes sociales. Je voudrais vous rappeler que la baisse des cotisations sociales qui ont été adoptées par le Premier ministre et annoncées par le Premier ministre aujourd'hui nous ramène à la moyenne européenne. Donc sur ce sujet, c'est près de 3 milliards, plus de 3 milliards d'euros de baisse de cotisations qui auront été adoptées et mises en œuvre durant les 4 premières années pendant lesquelles j'ai assuré ce ministère. Normes environnementales. Madame la sénatrice, je reviens du sommet européen de Bruxelles. J'ai discuté beaucoup pour arriver à obtenir un certain nombre de mesures, en particulier sur la question de l'étiquetage. Qui aura fait ça sur cette question de l'étiquetage, à la fois sur le projet de viande de France et l'étiquetage que nous avons mis en place de manière volontaire avec Interbev, et aujourd'hui sur la dérogation à l'expérimentation qui sera donnée à la France pour l'étiquetage. Je l'ai obtenu. Quand je suis arrivé, Madame la sénatrice, c'est pas moi qui avais négocié la directive cadre sur l'eau. C'est pas moi qui avais négocié les règles qui doivent s'appliquer pour la protection de l'eau. Et je me suis retrouvé avec un contentieux européen où la France risquait d'être sanctionnée avec des sanctions financières, et j'ai été obligé de trouver des solutions. Je rappelle que dans ces solutions aujourd'hui, j'ai permis un certain nombre d'avancées. Je rappelle que sur la Bretagne, par exemple, après le vote de la loi d'avenir, sur ce qu'on appelle l'azote total, j'ai permis de sortir sur 9 bassins versants en excédent structurel, 5 d'entre eux des zones d'excédent structurel. J'ai aussi mis en place des allègements et des simplifications sur les établissements classés dans le port. Ça a été fait tout de suite et ça marche très bien à l'échelle de la Bretagne et à l'échelle française. On appliquera les mêmes règles de l'enregistrement pour les volailles, les bovins et les exploitations laitières. Tout ça, ça a été fait sous ma responsabilité. La situation dramatique à laquelle sont confrontés nos agriculteurs n'est plus à démontrer. L'évolution défavorable du marché et la spirale infernale de la baisse des prix agricoles alimentent les craintes dans nos territoires. Selon l'indice de la FAO de février, la chute des prix est telle que pour le lait et le porc, les prix proposés aux agriculteurs sont inférieurs à leur coût de production. Il était temps de prendre acte du fait que la libéralisation exacerbée au cœur de la loi de modernisation de l'économie ne peut fonctionner pour le marché agricole. Vous avez obtenu la semaine dernière à Bruxelles, Monsieur le Ministre, un accord qui va dans le bon sens. Remettre de la régulation sur le marché agricole. Grâce à votre travail de concertation, ce sont vos propositions, celles de la France, qui ont été entendues. Le commissaire Phil Hogan s'est ainsi engagé à mettre en place des mesures fortes. À commencer par le déclenchement pour la première fois de l'article 222 qui permet de limiter temporairement la production et donc de faire remonter mécaniquement le prix du lait. Le doublement des plafonds d'intervention pour la poudre de lait et le beurre ainsi que la remise en place de mesures de stockage privées pour le porc vont également donner un peu d'air à nos producteurs. De même, nous pouvons nous réjouir du feu vert obtenu pour expérimenter l'étiquetage de l'origine des viandes et du lait dans les produits transformés. Comment cet accord va-t-il se traduire dans ses applications concrètes ? Vous avez fait votre travail, vous l'avez très bien fait. Qu'attendez-vous de la part des acteurs des filières concernées, des industriels et des distributeurs? Cet accord, il vise effectivement à prendre en compte le fait que la baisse des prix que nous connaissons, elle touche d'abord tous les pays européens et qu'elle est liée à une surproduction qui peut avoir plusieurs facteurs. L'embargo russe en est un, mais globalement aussi le fait que sur le marché du lait en particulier, on a une évolution de la production qui dépasse largement aujourd'hui les marchés ou la demande, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit mondiale. Je voudrais rappeler ces chiffres, a été mis à l'intervention, c'est-à-dire stocké par des opérateurs, les laiteries, depuis le début de l'année, 52 000 tonnes de poudre de lait. 52 000 tonnes, c'est à comparer avec les 40 000 tonnes qui ont été stockées sur toute l'année 2015. En 2 mois et demi, on a stocké pratiquement 2 fois ce qui a été stocké sur toute l'année 2015. Donc si ce n'est pas un signe clair d'un état de surproduction, je ne sais pas comment on peut l'analyser autrement. C'est pourquoi, sur ces bases-là, j'ai pu faire avancer la position française, qui a toujours été revendiquée comme étant une manière de réguler un marché lorsqu'il est en train de se déréguler lui-même.
Et pour faire ce travail, nous avons besoin de mobiliser un article, vous l'avez évoqué, 222, qui permettra de moduler et maîtriser et stabiliser la production. Ce matin, on a eu une réunion avec l'ensemble de l'interprofession laitière française. Cette réunion s'est très bien passée puisque cette interprofession s'engage à soutenir et à mettre en œuvre tous les moyens, je vais conclure, pour justement appliquer ce que nous avons décidé. Ça nécessitera la mobilisation des ministres et du Conseil des ministres, mais aussi là de l'ensemble des partenaires syndicaux à l'échelle européenne. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez donc Preuve par 3 avec Stéphane Le Foll comme invité. Excellente suite des programmes sur Public Sénat.